ok, je suis libre, je gagne bien ma vie, je suis indépendant, mais je me sens seul dans mon activité. Moi, je le vois dans les progressions des joueurs qui réussissent le plus. On a eu des gars qui ont fait x10 leur gain en une année, quoi. Tu sais, on a toujours l'image des influenceurs, 8 heures douche froide, 8h15 méditation, 8h30 début du travail, 9h10. Et moi, ça, je me dis, ouais, ça, j'ai envie de canner quand je vois ça. Ce qui est très fort dans une stable et dans une équipe, c'est d'être entouré de personnes qui comprennent notre réalité en tant que joueur de poker. Si vous êtes en L50, donc j'imagine en spin peut-être 10, vraiment le chemin jusqu'au spin, je sais pas, 200, n'est pas non plus si dur que ça. Il faut juste charbonner et il faut juste voilà, avoir conscience. C'est pas parce qu'on double la limite que les joueurs sont 2 fois plus forts, loin de là. Est-ce que le online sera toujours profitable dans 5 ans, selon toi? Ou est-ce que justement, il y a une petite transition vers le live qui s'impose? Et salut à tous, c'est JP pour Spin Elite, ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Talk Poker. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Alexis, fondateur de RTS. Alexis, comment tu vas? Très bien, merci pour l'invitation et puis ravi de pouvoir échanger pour la première fois avec toi, JP. Bah écoute, avec plaisir. Peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas trop, même s'il y en a de moins en moins, est-ce que tu peux te présenter, nous en dire un peu plus sur toi? Ouais, carrément. Donc je m'appelle Alexis, je suis à la base joueur de cash game online pour la plus grosse partie du volume et je suis également fondateur et aujourd'hui gérant de RTS qui est grosso modo une agence de joueurs de poker professionnels spécialisée dans les joueurs de cash game online. Et ça va faire, là on attaque la 4e saison de la 4e année de RTS. On accompagne aujourd'hui environ un peu plus d'une trentaine de joueurs de cash professionnels et moi j'évolue sur les plus hautes limites du point FR, quasiment. Alors, ça dépend des jours. Des fois, j'ai un peu plus de travail sur RTS, mais en tout cas, tous les jours, je peux jouer l'étape qui tourne, quoi, jusqu'en 10 ans. Ok. Et la première année, si c'est pas indiscret, vous avez commencé avec combien de joueurs et pour arriver jusqu'à 30, ça s'est fait progressivement ou il y a une année où ça booste d'un Ouais, coup? carrément. Carrément. La première année, le but, c'était pour moi juste, en fait, de prendre un peu des joueurs sous mon aile, sous une structure de coaching for profit, Ok. comme ça se fait pas mal en cash. Et donc, la première année, moi, j'avais 6 joueurs. Après, de fil en aiguille, on a grossi. Les joueurs qui ont le plus performé sont passés coach dans la structure. On a pu un peu plus ouvrir nos portes et hiérarchiser en quelque sorte avec des teams de différents niveaux selon les stakes qui sont joués. Et voilà. Ok. Juste, est-ce que tu aurais un petit tips? J'ai l'impression que du coup, ça prend quand même pas mal de temps. Tu as tes à côté, tu as ton grind, etc. Comment tu arrives à... Moi, par exemple, si je prends mon exemple, je suis pas le plus organisé du monde. Comment tu arrives à gérer un petit peu ton temps entre... j'imagine peut-être que le grind s'en ressent un petit peu, ou est-ce que tu arrives vraiment à tout gérer? Comment tu structures un peu tout ça? C'est pas trop compliqué? Bah écoute, faut faire des choix un petit peu. Moi, j'ai très vite fait le choix, après, je pense, une année et demie, 2 années en étant full-time pro, j'ai très vite fait le choix qu'il me fallait une activité en plus dans mon Ok. quotidien. J'avais besoin de sentir que je faisais pas que ça, pas que le grind. Donc, ça a été assez facile pour moi, du coup, de libérer du temps pour, en fait, tout simplement, dédier du temps à l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, je peux considérer que j'ai la double casquette entrepreneur et joueur de poker. Et sinon, au niveau de l'organisation, je trouve que personnellement, tout simplement, la semaine, en journée, la semaine, je touche pas une carte. Je travaille sur ma boîte et je joue du coup en soirée et les week-ends. Et je trouve que ça marche super bien. En tout cas, pour nous, joueurs de cash, c'est le week-end, c'est les soirs qu'on a beaucoup d'actions. Et après, en journée, je vais peut-être avoir du temps également durant mes semaines pour travailler le jeu, pour prodiguer des coachings, pour mentorer les joueurs les plus hauts dans ma structure. Et ça fonctionne très bien pour moi. Et d'ailleurs, je me suis très vite rendu compte que j'avais besoin de cette balance pour performer au mieux aux tables. Si je faisais que du poker, j'avais un peu l'impression d'être la tête dans le guidon. Ok. Donc, je pense qu'il faut que chacun trouve l'organisation qui lui satisfait le plus. Mais ouais, en tout cas, pour moi, je pourrais pas être only poker. Je pense que ça Full-time m'épanouirait poker, ouais. pas assez. Ouais. Et tu penses que ça te permet de mettre encore plus de qualité peut-être dans ton grind en te disant, ok, de toute façon, il me reste, je te dis une connerie, 19h, minuit, il faut que je sois à 100% là-dedans parce que je vais pas pouvoir grinder demain matin, demain après-midi, etc. Tu sens que ça te donne un cap, quand même, une direction ou... En fait, on va dire que déjà, finalement, je ne joue jamais parce que je suis obligé, mais juste parce que j'en ai envie. Aujourd'hui, et grâce à cette organisation, en fait, j'ai hâte de pouvoir jouer et j'ai aussi hâte de pouvoir travailler sur mes projets. Donc, j'ai cette bonne routine bien ficelée qui me permet de ne jamais aller grinder à reculons. Et je pense que c'est peut-être une des pires choses à faire pour des joueurs de poker d'aller grinder à reculons parce que la qualité du jeu va tout simplement être réduite. Et pour moi, du coup, jouer aux meilleurs horaires plus jouer uniquement quand j'en ai envie, ça résulte à
les plus hauts win rates que j'ai jamais eu de ma vie. Et ouais, un niveau technique qui est plus haut, du coup, à mon sens. Ok, bon, que du positif, quoi. Ok, pas mal de sujets aujourd'hui à traiter. On va faire deux, trois petites parties. Peut-être la première partie par rapport à ce qui nous concerne un peu tous les deux, tout ce qui est stable, CFP. Peut-être pour ceux qui nous écoutent rapidement, pour résumer, le CFP, ça va être globalement le coaching for profit, un programme de coaching payé via les gains du joueur. Et le côté stable où on va avoir, j'ai regardé un petit peu l'écurie, en anglais, je crois. Peut-être tu peux me confirmer ça. En gros, une écurie, une team de poker qui va financer, stacker les joueurs, les coacher, organiser un petit peu tout ce qui se passe autour et prendre un pourcentage des gains. Peut-être on peut commencer un petit peu globalement et après rentrer un peu plus dans les détails. Comment tu vois un petit peu toute cette industrie? On peut même rajouter peut-être les coachings privés, mais comment tu vois un petit peu quel œil tu vois là-dessus sur toute cette industrie? Est-ce que tu as toujours été porté par ça? Est-ce que tu as commencé tout seul dans ton coin? Est-ce que tu trouves potentiellement des points négatifs à ça ou globalement que du positif? Alors, moi, personnellement, j'étais pas dans une stable, c'était beaucoup moins développé à l'époque. Il n'y avait pas vraiment des écuries comme ça, il n'y avait pas vraiment des programmes similaires en cash game. Je pense que là où j'ai eu de la chance, c'est que j'ai su m'entourer de mentors. Alors, Ok. chance, où je pense que surtout, je me suis créé ces opportunités, mais finalement, très vite, je me suis toujours retrouvé avec des joueurs meilleurs que moi, avec lesquels j'ai échangé, je travaillais. Et c'est des joueurs on va dire que je cherchais à un petit peu aspirer leurs connaissances au maximum. Et je pense que ces relations de mentor à m'entourer sont les plus gros accélérateurs dans des carrières de joueurs de poker. Et finalement, c'est assez dur pour la plupart des joueurs d'arriver à avoir des mentors, hein. Finalement, Clairement. il faut, il faut se démarquer, il faut arriver un peu à séduire la personne pour qu'elle voit un avantage à travailler avec un joueur moins bon. Beaucoup de joueurs ont un peu du mal aussi à avoir ces avantages-là. Même s'il y en a clairement, je pense à travailler avec des joueurs moins bons. Mais ouais, donc moi, personnellement, dans mon parcours, ça n'existait pas vraiment. Et j'avais fait deux constats. Je pense après une année et demie pro, 2 années, donc je sais pas, ça devait être quand j'avais environ 21 ans. Je m'étais installé, ça faisait 1 an que j'étais à Malte, que j'étais pro full-time. Et je me rendais Ok. compte de deux choses. Bon, bah, si j'en suis arrivé aussi vite à ce niveau-là, c'est bien parce que j'ai pu profiter de l'aspiration de mentor. Et également, par contre, je me suis rendu compte, finalement, je trouve que cette profession de joueur de poker, elle est quand même vachement solitaire. Quand bien même on a une petite relation peut-être avec un mentor, ça manque d'émulsion, ça manque d'esprit Ouais. d'équipe, ça manque même quand on veut se professionnaliser, le fait d'être entouré par des personnes qui font la même progression que nous, c'est quand même quelque chose qui est ultra intéressant. Et donc, c'est un peu de là qu'est parti le constat de bon, ça n'existe pas. Et j'ai envie donc de bâtir la structure qui aurait été exactement ce que j'attendais quand je commençais ma carrière. Malheureusement, ça n'existe pas. Donc, c'est un peu la manière dont j'ai essayé de bâtir RTS au fil des années. Et aujourd'hui, c'est la manière dont on bâtit RTS parce qu'il y a beaucoup de piliers maintenant qui mettent leurs pattes dans la Ouais. construction de RTS. C'est de bâtir ce qu'on aurait aimé avoir, nous, quand À quand l'époque. on a démarré le poker. Ouais. Et tu parlais de mentor, le fait d'être allé, je suis assez d'accord avec toi, je pense que si on est audacieux et qu'on va chercher les gens, ça va être potentiellement plus facile derrière. Toi, tu n'as jamais fonctionné en CFP par rapport à tes mentors? Tu n'as jamais fonctionné sous forme de CFP avec eux Non, j'ai eu la avant chance, RTS? Ok. on va dire, je pense que j'apportais quelque chose sur la table en fait. J'étais jeune, j'étais plein d'ambition et à l'époque où, autour de 2020, 2021, les solvers étaient assez peu utilisés en cash. Moi, par contre, je me tuais à Pio Solver à l'époque et donc Ok. j'abordais des joueurs qui étaient déjà pros, qui étaient pros depuis installés sur des limites comme au début la NL200, la NL400. Après, j'ai eu des mentors sur des limites un peu plus hautes. Et donc, ils avaient cette expérience de joueur pro. Par contre, ils avaient des lacunes techniques. Donc, moi, j'apportais quelque chose sur la table. Et je pense que j'ai apporté beaucoup d'énergie, mais j'ai toujours joué sans cut jusqu'ici. Ok. Je pense que, enfin, je sais pas, tu vas peut-être de me donner ton avis, mais j'ai l'impression que le problème des gens par rapport à un CFP ou même les stables, mais bon, on peut commencer par le CFP, potentiellement, surtout en France, ça va être le fait de donner un pourcentage de ses gains, etc. Et de pas voir un peu tout le côté positif qu'il peut avoir. Si je fais moi, par exemple, j'étais coach de tennis pendant des années, et si je fais la comparaison, peut-être que les heures de coaching au poker sont plus chères, mais si je dois comparer, ben, au tennis, par exemple, dans un sport, tu vas payer 1 heure de coaching, on va t'aider à t'améliorer, par exemple, ton coup droit, ton revers, je dis n'importe quoi, et ça va s'arrêter là. Au poker, on t'aide pour gagner immédiatement plus d'argent, améliorer ton taux horaire, gagner plus sur les années. C'est quelque chose que tu vas pouvoir garder pendant un moment. Et j'ai l'impression, je sais pas ce que tu en penses, que peut-être ce côté, il est un peu sous-coté par les gens de se dire, OK, je vais devoir donner tant. Ouais, mais peut-être que en fait, ton taux horaire, tu n'auras plus jamais le même dans les années qui suivent. Et donc, le fait d'avoir du mal à
peut-être s'engager aussi pendant une période et le fait de voir juste court terme, j'ai l'impression que c'est un frein pour pas mal de monde et que certaines personnes ont du mal à passer ce cap-là. Je sais pas si toi tu le ressens un petit peu comme ça. Alors, nous, honnêtement, les joueurs qui nous approchent, en fait, en général, parce qu'aujourd'hui, les joueurs, ils viennent vers nous par bouche à oreille, ils savent très bien qu'on fonctionne Ok, en CFP. Donc, finalement, c'est assez rare qu'on ait des joueurs qui nous disent, bon, bah, en fait, je suis intéressé, mais je veux pas de CFP. Et de toute manière, c'est pas des joueurs qui nous intéressent pour nous. ok, En fait, comment on se positionne, c'est que, tout simplement, c'est le système parfait pour nous parce que si nos coachs, parce que tous nos coachs eux aussi récupèrent un pourcentage de ce cut. Donc, tous nos coachs sont incentivés à ce que les joueurs à performent performer. Ouais. le plus. Et donc, c'est un petit peu un carburant à l'investissement des coachs et des mentors auprès des joueurs qui sont en contrat. Et c'est ce qui crée c'est magique, en fait, à mon sens. C'est ce qui crée que le mentor, le joueur qui est au-dessus, il va être disponible pour son mentoré un dimanche soir à 21h pour répondre à un WhatsApp, pour répondre à des mains, pour l'aider quand il est un peu dans le dur, pour arriver à prodiguer tout ce qui va être un peu informel autour de notre formation, parce que nous, on a forcément on va dire qu'on a des engagements, par exemple le nombre de coaching par semaine, de répondre aux mains sur le Discord, faire des bilans mensuels, d'organiser des séminaires, on a tout ça. Puis après, il y a tout ce qui est informel, c'est juste tous les appels pour discuter, que ce soit stratégie, mais même des conseils de carrière, des conseils en fiscalité, des conseils d'investissement de leur bankroll, parce que c'est des problématiques qu'on traite pas mal avec nos joueurs aujourd'hui. On travaille avec des joueurs professionnels et à un moment donné, il faut arriver à aussi les aider à optimiser la gestion de leur argent parce que ça fait partie aussi de leur réussite de carrière. Finalement, c'est pour ça que j'aime bien dire qu'aujourd'hui, nous, on est une agence de joueurs de poker professionnels et on n'est pas juste une école ou quoi que ce soit. Parce qu'on se positionne vraiment comme dans le sport de haut niveau ou le e-sport, comme des agents de joueurs. Et on va permettre à ce que le joueur n'ait qu'à se concentrer sur comment devenir meilleur techniquement et comment appliquer au mieux son niveau technique qu'il peut avoir à froid, à chaud durant ses sessions. Et après, tous les à côté, nous, on va gérer ça pour lui. Et je pense qu'aujourd'hui, nos joueurs s'y retrouvent. On témoigne le fait que nos meilleurs joueurs re-signent après année en restant sous cut chez nous. Ouais, et puis vous bénéficiez d'une image aussi qui est bonne et qui fait que quand les gens postulent, ils savent pourquoi ils postulent et du coup, vous pouvez vous permettre de refuser du monde, etc. Donc forcément que ça va être plus intéressant en termes de profil. Tu as souligné aussi un point important par rapport au fait que tout le monde soit un peu dans le même wagon, les coachs, les élèves, et que les coachs y intéressent à ce que les élèves performent. Ça rejoint un petit peu au final les métiers avec des salaires fixes et des métiers avec intéressement, par exemple, avec des primes, etc. Ça paraît quand même logique humainement que les gens soient plus motivés par le fait de se donner beaucoup plus s'il y a tant en plus à la fin du mois que si c'est un salaire fixe quoi qu'il arrive. J'ai l'impression que c'est juste humain et ouais, ça booste naturellement tout le monde, quoi. Carrément, en fait, c'est un peu notre. J'ai conscience que c'est très dur de bâtir des relations avec des mentors et le fait d'avoir un fonctionnement en CFP, ça permet à chaque joueur de, entre guillemets, s'acheter une relation de mentor qui, bien sûr, se construit sur derrière des interactions humaines. Et il y en a des joueurs qui matchent plus ou moins avec des mentors, avec différents coachs, bien entendu. Mais c'est la meilleure manière de pouvoir vraiment profiter de ce tremplin qu'est le mentorat, c'est sûr. Ok. Au niveau des stables de manière générale, j'ai l'impression que, peut-être tu vas m'en parler au niveau du cash game, vous c'est un petit peu différent, mais j'ai l'impression que nous en spin, ça reste quand même de plus en plus dur d'évoluer solo de son côté, même si bon, comme on a dit, le poker reste quelque chose d'individuel. Mais bon, j'ai l'impression que les teams se développent de plus en plus. Si par exemple on prend l'exemple, moi si par exemple je prends l'exemple des spins et des nitros en high stakes, ça devient quasiment impossible de grind en solo parce qu'il va souvent avoir deux teams sur le lobby et si t'es solo, ben, ça va être compliqué. Peut-être qu'en cash game, il y a des similitudes de ce côté-là. J'ai l'impression que c'est un point qui est un petit peu sous-estimé par les gens. En tout cas, ils se heurtent à ce problème à un moment. C'est que ben, la finalité fait que globalement, il y a pas mal de situations qui sont bloquées si on n'est pas dans une team. Est-ce qu'au niveau du cash game, c'est des situations qui arrivent aussi? Ou globalement, on peut naviguer en solo tranquillement 2025, début 2026? Alors, je pense que si on est installé sur les plus hautes limites en cash, on peut très bien être solo. Il n'y a pas vraiment de souci à ça, je pense. En fait, le cash game, les tables sont très prolifiques, le rec est relativement bas. Donc, dès qu'il y a assez de récréatifs, il suffit d'être assis sur la table et d'avoir le niveau.
Et il n'y a pas vraiment de question de bon, est-ce que je suis seul ou pas. Là où je dirais que ça fait vraiment la différence, c'est pour monter. Par contre, ça va être très dur aujourd'hui de monter les limites en étant solo. Il va falloir de toute manière être entouré. Et de toute manière, aujourd'hui, les meilleurs joueurs, il faut vraiment en fait qu'ils trouvent quelque chose à un joueur pour travailler avec lui. Beaucoup de bons joueurs ont aussi, vont avoir en fait soit une stable, soit quelques joueurs en coaching for profit, mais c'est très peu probable qu'un joueur. Enfin, je pense que moi j'ai eu énormément de chance de pouvoir travailler entre guillemets gratuitement avec des pros de 200 quand j'étais en 50 et de 1K quand j'étais en 400. Après, je pense que j'ai amené vraiment quelque chose sur la table également. En tout cas, si un joueur voudrait évoluer son stable, je pense qu'il doit avoir quelque chose d'incroyable à amener à des joueurs pour travailler enfin, à des joueurs pour travailler avec des joueurs plus expérimentés. Après, je pense que c'est possible aussi d'y arriver tout seul, mais c'est toujours pareil, ça va juste prendre beaucoup plus de temps. Finalement, si on peut récupérer des erreurs et de l'expérience des autres, c'est ce qui nous permet de nous installer mais bien plus rapidement. Nous, aujourd'hui, quand je vois certaines progressions fulgurantes de joueurs, il n'y a aucun doute, c'est des progressions qui n'auraient pas été possibles si le joueur était tout seul. Alors, il ne faut pas oublier que c'est en grande partie, c'est la responsabilité du joueur, hein, s'il a eu cette progression et il mérite toute cette réussite qu'il peut avoir. Mais c'est parce il est arrivé, en fait, à gratter de l'information auprès des joueurs plus hauts. Et je pense que, voilà, tout simplement, il faut arriver à se mettre dans la pièce où on peut récupérer l'information et tout seul, ça va être assez compliqué à mon sens. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Et même de manière générale, par rapport à ce que tu disais, j'ai du mal à trouver suffisamment de points négatifs pour contrebalancer ça. Si on essaie de faire un petit peu la balance bénéfice-risque, même court terme, long terme, ouais, je vois pas trop de... Éventuellement, pour moi, des situations qui pourraient bloquer à rejoindre, par exemple, des stables, des CFP et évoluer dans une team, c'est une personne qui a vraiment une rôle un peu short en ce moment et qui a le niveau pour pouvoir la grind. Ben, j'ai envie de lui dire, descends un petit peu en dessous, grind, envoie ton volume, remonte ta rôle et après réinvestis dans ta progression, dans ton coaching et donc reverse une partie pour derrière accentuer ta progression. Est-ce que toi, tu vois dans cette fameuse balance un peu bénéfice-risque, tu vois que du positif ou est-ce que tu vois des situations qui pourraient être contre-productives, par exemple des élèves qui viennent chez vous et tu as l'impression que potentiellement ça va être contre-productif pour cette personne? Bon, déjà, moi, je ne serais pas forcément d'accord avec toi sur le fait qu'une petite role ne peut pas être instable. Je pense que c'est à la stable de s'adapter et de tout simplement pas faire payer le cut trop tôt. Nous, les joueurs qui ont des rôles short pour X ou Y raison, on delay juste le paiement du cut. Ok. Et en fait, on va jamais faire payer le cut si ça peut faire ralentir la progression du joueur. Donc, on a l'habitude, et j'aime bien appeler ça du reverse stacking. On a l'habitude on stack pas les joueurs, mais au fil de leur grind, ils commencent à, bien entendu, nous devoir du cut. Et j'aime bien l'idée d'immobiliser une partie de ce cut dans leur rôle pour qu'ils puissent aller jouer plus haut. Finalement, c'est le meilleur investissement que nous, on peut faire en tant que business. Et d'un autre côté, ça permet de pas freiner la progression. Donc, je dirais que voilà, un des seuls risques, je pense, ou plutôt, je sais pas si c'est un risque, mais où il faut faire attention, c'est selon où vit le joueur. Je sais que pour ceux qui sont déclarés en France, tout simplement, il faut juste faire un peu une balance des coûts et se rendre compte combien je paye d'impôts, combien je vais devoir payer à la structure, est-ce que j'aurai assez de profit derrière. Je pense que, en tout cas, c'est un des meilleurs investissements qui puisse être fait, c'est d'apprendre à savoir léguer une partie de son grind, parce que moi, je le vois dans les progressions des joueurs qui réussissent le plus. On a eu des gars qui ont fait x10 leur gain en une année, quoi. Donc, Ouais. et finalement, céder 30% de son profit, mais si derrière on gagne 3 fois plus, ça fait du sens. Et ce que j'aime bien rappeler, c'est que en général, les structures sont agiles et ont vocation à grossir. Et tout joueur qui réussit pourrait aussi ajouter une entrée de revenus, source de revenus à son activité de joueur pro en, par exemple, prenant des responsabilités dans une stable, dans une structure, que ce soit en plaçant coach, que ce soit peut-être en ayant d'autres responsabilités, comme par exemple, j'imagine toi qui as ces responsabilités Ouais, ouais, aujourd'hui d'être clairement. Ouais. travailler sur la chaîne YouTube de Spin Elite. Ouais, clairement, moi j'ai rejoint pour être coaché par Raph et du coup je me suis retrouvé à évoluer et à coacher et à être sur YouTube. Donc ouais, ouais, clairement, il y a aussi cette possibilité de grossir et d'accompagner la team. Juste par rapport au point que tu as souligné, donc je suis d'accord avec toi par rapport à ça et par rapport au fait de nous aussi on fait des make-up pour aider justement les joueurs et les aider dans ces périodes-là. Juste, il y a un point qui peut poser question, c'est, OK, il y a un joueur qui arrive, qui a une rôle, justement, c'est le point évoqué, on va dire faible ou mince. Ben, la question peut se poser, Qu'est-ce que tu entends par faible ou mince? une rôle qui est une petite rôle, quoi. Tu sais, je te disais, il y a des situations où potentiellement tu peux rejoindre une team
parce que tu as envie d'investir sur toi, ben, la role est faible pour jouer les limites. Donc, on va dire que tu es short et tu as X buy-in pour jouer telle limite. Ben, la question peut se poser, pourquoi tu as une role qui est faible? Est-ce qu'il y a eu un élément qui s'est passé dans ta vie? Parce qu'on peut penser qu'une personne qui est très compétente, comme c'est le cas de beaucoup de monde, va monter sa role tout seul et progressivement pouvoir jouer plus ou moins toutes les limites. Donc la question peut se poser, qu'est-ce qui s'est passé avant? Est-ce qu'il n'y a pas des problèmes un peu hors technique quelque part? Je pense que c'est aussi une question qui peut se poser. Tu me rejoins sur ce point-là ou non? Ouais, carrément. Bah, du coup, on en revient à est-ce qu'on recrute la personne ou pas. Nous, on est très sélectif finalement. Et en général, comme tu le dis, si, de toute façon, si la rôle n'est pas assez haute pour jouer la limite et les limites qu'on attend le joueur, on va un peu se poser plusieurs questions. Est-ce que le joueur est jeune et donc ça fait sens qu'il ait une petite rôle? Si le joueur est un peu plus âgé, combien d'années il a dans le poker? Et ouais, je suis d'accord avec toi, ça va faire ça va faire partie des critères de sélection. Et j'ajouterais que rejoindre une stable ou un CFP ou quoi que ce soit, c'est vraiment prendre part à une aventure. Et je pense que souvent, on se rend pas vraiment compte où est-ce que ça peut nous mener. Pour parler en toute honnêteté, il n'y a pas un joueur qui nous a rejoint, pour ceux bien entendu qui ont réussi à s'installer sur les limites plus hautes, parce que bon, pour ceux qui malheureusement n'arrivent pas à atteindre leur objectif, c'est toujours un peu plus complexe, mais dans ceux Ouais. qui sont arrivés à atteindre leur objectif, qui est déçu d'avoir rejoint et qui, enfin, souvent, ils regardent à cette décision qui peut paraître close pour certains avant de s'engager dans une stable et ils disent bah, c'est une des meilleures décisions que j'ai fait dans ma carrière. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est une aventure, ça ouvre des portes. Et des fois, on rejoint pour X raisons et on se retrouve 2 ans plus tard à faire un truc qui ne serait jamais arrivé si justement on n'avait pas rejoint. Donc, c'est une aventure. Il y a aussi le côté, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est quelque chose que j'ai aussi retrouvé pas mal dans le sport. Ben, il y a juste le côté émulation, en fait, effet de groupe. Tu vois ton pote, ok, putain, il vient de faire un mois à 11K, ok, peut-être t'as envie d'y aller aussi. En spin, c'est tu vois un mec qui fait péter un gros jackpot, tu dis allez en avant, même si ce mois-ci Mm. il était difficile. Et juste, en fait, c'est un booster naturel qui fait que t'es pas tout seul. Alors oui, bien sûr que tu peux trouver des groupes de travail, etc. Mais je trouve que le côté juste émulation et là où tu parlais de mentors au début de ta carrière qui t'ont... Alors forcément, tu leur as apporté aussi, mais je trouve de l'intérêt à avoir une personne par rapport à cette émulation, justement, même qui est un peu plus faible, si justement elle apporte bah, de l'énergie, du dynamisme, du positif, tout ça. Moi, je trouve que ça n'a pas de prix personnellement et que c'est une plus-value qui est énorme et qui est sous-estimée par les gens dans le poker, quoi. Je suis totalement d'accord avec toi. Souvent, j'entends de certains joueurs qui sont solo, ils me disent ouais, moi ça me suffit largement, mes amis proches, ma famille, j'ai pas spécialement besoin d'avoir un groupe. Et je respecte cette opinion et je pense que chacun construit sa carrière de la manière dont il le veut, mais je pense que ce qui est très fort dans une stable et dans une équipe, c'est d'être entouré de personnes qui comprennent notre réalité en tant que joueur de poker. Ça permet donc d'avoir des personnes qui savent célébrer nos victoires à leur juste valeur et qui savent également être là dans les moments qui sont un peu plus durs, parce que le poker, il y a quand même pas mal de variances. Et voilà, je pense que c'est un des avantages aussi, clairement, comme tu le dis, hein, cette émulsion, cette aventure finalement. Ouais, clairement. Je suis d'accord avec toi. Peut-être dans les derniers points, tu parlais un petit peu à un moment aussi d'aide hors table, etc. Le fait de s'entourer potentiellement de délégués. Bon, il y a la partie technique, tout ce qui est coaching de groupe, etc. Maintenant, il y a de plus en plus d'à côté qui se développe en 2025, début 2026. Il va y avoir tout ce qui est ben, mental. Je crois, sans dire de bêtises, que vous avez maintenant un coach à disposition aussi de ce côté-là. Il y a le côté, ben, tout ce qui est important, fiscalité, etc. Le fait de déléguer et de moins perdre de temps et de consacrer du temps à la performance. Est-ce que c'est quelque chose, selon toi, qui est ultra important maintenant à l'heure actuelle? Ou est-ce que quelqu'un qui est solo, il peut essayer de tout gérer comme ça tout seul? J'ai l'impression que ça reste encore jouable quand même pour une personne de se développer sur les points ouais, techniques, mental, organisation, etc. Mais j'ai l'impression que pareil, ça rejoint dans les fameux gros plus. Ouais, c'est juste royal, quoi. Tu as tout à disposition. Ouais, en fait, si tu veux, bon, nous, on a la petite particularité quand même en tant que joueur de cash game, qui est on doit sélectionner nos parties. À la différence Ok. peut-être de joueurs de tournoi ou de spin où vous allez sur le lobby et vous jouez les games, quoi. Ouais. Bah, on Nous, peut être aidé ouais, pardon, je te coupe. On peut être aidé un petit peu en termes de sélection de room, le fait d'avoir des meilleurs rackbacks justement dans les stables, etc. Mais on aura moins cette recherche peut-être comme toi de parties privées, ouais, etc. Ouais. mais ce que je veux dire, même pour un joueur solo, finalement, bon, une fois qu'il a choisi son site, c'est bon, quoi. Nous, en cash, pour jouer, par exemple, des limites comme la 5-10, la 10-20, déjà, il faut avoir une multitude de sites différents parce qu'on on peut pas mono-site. Il faut avoir tous les sites du .fr. Ensuite, il faut avoir des sites peut-être .com, il faut avoir peut-être des sites un peu plus privés. Et cette recherche, que ce soit d'avoir les meilleurs deals
ou de savoir est-ce que ces parties, c'est les bonnes parties à jouer, ou est-ce qu'il vaut mieux éviter ce site pour X et Y raisons dont vous pourrez vous douter, que ce soit peut-être collusion, que ce soit la triche potentielle sur des sites pas protégés à Ouais. réel, que ce soit tout ce qui peut se passer sur cette partie du cash qui est un peu la face cachée du cash game online aujourd'hui. Et face à ça, un joueur solo, il n'a pas de poids de négociation envers les agents et envers les sites. Il a probablement une expérience beaucoup moindre qu'une structure qui peut récolter l'expérience de tous les joueurs. Et il va beaucoup plus difficilement arriver à se rendre compte, est-ce que cette game peut être profitable ou est-ce qu'il y a des red flags qui font qu'on ne va pas aller jouer cette partie, par exemple. Il y a tout ce côté qui présente énormément d'avantages d'être en équipe. J'ajouterais également que finalement, je pense de la même manière que dans le foot, dans le basket, dans n'importe quel sport, le meilleur investissement du temps du joueur, ça va être sur la table de poker. Parce que c'est là qu'il fait son plus gros early et c'est là qu'il va rapporter le plus pour son action et également, finalement, pour la structure à côté, vu qu'on marche tous en CFP. Donc le but, c'est justement que le joueur ne passe pas 10 heures dans le mois ou plus à gérer des problématiques, toutes les problématiques qui sont autour de son grind, que ça le déconcentre sur son grind. Peut-être que certaines anxiétés par rapport à une situation administrative, par rapport à une incertitude sur la qualité des games qu'il joue, par rapport à je développerai ce sujet un peu plus tard, mais par exemple, il y a eu pas mal d'actes sur les sites. Et finalement, nous, on représente quand même nos joueurs et on peut très vite connecter. Aujourd'hui, quand un joueur se fait hack, souvent, il y en a plusieurs autres qui se font hack, qui ne sont pas forcément des joueurs de nos teams, mais c'est arrivé à chaque fois cette année, on arrivait à connecter les joueurs, les rassembler pour qu'ils puissent aller dialoguer avec les rooms et pour que derrière, très rapidement, la solution soit réglée. On avait aussi une posture de, écoutez, de toute manière, une fois que vous vous êtes fait hack et que votre rôle a été vidé par les hackers, la seule chose à faire, c'est de contacter le site. Souvent, on vous appuie, on vous conseille sur ça. Et on va ensuite, c'est une procédure qui va prendre du temps, qui va prendre 2 semaines, 2 semaines et demie. Et malheureusement, vous allez devoir envoyer un mail, on va vous renvoyer un mail et peut-être le prochain mail que vous allez devoir envoyer, c'est 2-3 jours après. Et finalement, on se rend compte que peut-être qu'un joueur seul, il commencerait à un peu psychoter, se dire mais est-ce que je vais vraiment revoir ma rôle, etc. Et donc, ça aura un impact immédiatement sur son win rate. Pourquoi? Parce que peut-être pendant 2 semaines, il va presque pas grind, ça va impacter la qualité de ses décisions. Et nous, on se positionne comme de toute manière, on va t'aider à récupérer tes sous parce qu'on a aussi des contacts privilégiés avec les rooms. Et aujourd'hui, c'est un peu ce qui est arrivé. On a eu pas mal de cas avec nos joueurs et finalement, ils ont pu se concentrer sur leur grind, continuer de faire ce qu'ils savaient bien faire, à savoir jouer au poker. Pour beaucoup, ils n'ont pas forcément envie de gérer de l'administratif. Pour beaucoup, ils n'ont pas forcément envie de gérer toutes ces demandes et toutes ces requêtes auprès des rooms. Et on se positionne vraiment sur ce créneau-là. Donc finalement, le joueur, quand il est représenté par une écurie, il est beaucoup plus puissant. Il est moins seul face à des géants qui sont aujourd'hui les acteurs de l'industrie, les rooms. Donc ouais. Voilà. Ouais, mentalement, je pense que c'est une aide qui est Ouais. qui est assez importante. Et juste par rapport à ce côté, petite question annexe, par rapport à ce côté évolution, donc comme je te dis, je pense que vous avez pris un coach mental, etc. Est-ce que selon toi, pas forcément que de tes élèves RTS, mais de manière générale, il y a une bonne évolution de tout ce qui est les à côté, la gestion des à côté, des rooms, de comment optimiser son grind, tout le côté mental, etc. Est-ce que selon toi, il y a une belle évolution sur ces dernières années ou est-ce que selon toi, ça reste quand même insuffisant? Moi, je trouve qu'il y a quand même une évolution, mais personnellement, si je devais faire un petit reproche sur pas mal de grinders, c'est que potentiellement le côté technique et le côté évolution poker a été un petit peu négligé. Tous les à côté, les mecs, potentiellement, il y en a qui mangent bien, qui sont aidés mentalement, etc., mais qui ont un petit peu du mal à trouver la balance. C'est une question que je me suis énormément posée finalement sur les 4 dernières années parce que moi-même je cherche à manger le plus sain possible, je fais pas mal de sport et je suis très convaincu que prendre soin de sa santé, de son corps, de son cerveau sont un peu des obligations pour tout simplement être épanoui dans la vie et vivre un petit peu notre meilleure vie et aussi être les meilleurs joueurs de poker. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours cru dur comme fer. Je me rends compte quand même avec le temps que c'est un petit peu, je pense, Surestimé. je dirais pas surestimé, mais je dirais que pour devenir pro, c'est pas forcément obligatoire. C'est un petit peu les derniers pourcentages, c'est pour passer de 90% à 100%, enfin peut-être pas à 100, mais de 90 à 96, 97, etc. Et finalement, parce que je me rends compte de joueurs aussi qui négligent un peu plus ces aspects-là et qui vont quand même arriver à monter. Et finalement, j'ai envie de dire, si j'ai un joueur qui juste envoie 2 fois plus d'heures que celui qui a tout son cadre sain, Ouais, ça va. juste sur la rapidité de s'installer aux hautes limites, sur le succès aussi de s'installer, l'expérience qu'il va engranger, les instincts qu'il va bâtir, etc.
bah, il aura un train d'avance. Maintenant, c'est sûr que les downswings vont être plus durs à encaisser. C'est sûr que dans la durée, il va plus rapidement être un peu, peut-être pas dégoûté du poker, mais ça va être plus dur de bâtir une carrière solide. Donc, clairement, je ne négligerai pas ces aspects. Mais ce serait pas une Par contre, priorité. voilà, moi, les joueurs qui nous rejoignent chaque année, nous, on recrute des joueurs uniquement en janvier. On fonctionne un petit peu sur des saisons. Et ce que j'aime bien leur dire, c'est que quand même, le plus important, le nerf de la guerre, ça va être d'envoyer du volume, que ce soit du volume sur les tables et du volume de travail, des heures de travail à apprendre les stratégies et ensuite à les mettre en place. Et c'est l'expérience à la table de poker qui va faire d'eux de très bons joueurs. L'expérience, ça ne veut pas dire d'avoir 10 années de jeu, mais ça se compte en nombre de mains et en nombre d'heures passées à la table de poker. Et voilà, après, je me questionne encore énormément. J'ai pas non plus envie de renier des... Enfin, moi, je sais qu'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que j'estime avoir un mode de vie très sain. Enfin, même, genre, j'ai jamais eu un mode de vie très malsain, mais je veux dire que... Donc, j'évolue dans un mode de vie sain, donc peut-être que maintenant, j'ai l'impression que c'est juste normal de me sentir bien tout le temps, etc. Mais bon, j'ai l'impression que, voilà, c'est nécessaire. Est-ce que c'est la seule chose qui va être importante pour réussir? Je pense pas. Enfin, je serais un peu mesuré ça. Je sais pas, sans trop Moi, je suis mouiller, assez quoi. moi, je suis assez d'accord avec toi. Il y a pas mal de points qui sont intéressants. Déjà, j'ai l'impression que moi, par exemple, tu vois, ça me dérange personnellement que dans mon industrie, quelqu'un qui fait 120 kilos, enfin, c'est pas que ça me dérange, mais au niveau de l'image qu'on renvoie, bah, je trouve que ça fait chier de se dire, OK, le gars, il a une hygiène de vie déplorable, il fait n'importe quoi et il performe. Pareil, parce que je compare un petit peu avec euh, la carrière de sportif que j'ai eu avant, eh ben, les edges sont tellement fins dans tous les aspects que si tu négliges un aspect, t'es mort. Et donc, j'en parlais justement avec Raph. J'ai tourné un épisode la semaine dernière avec lui. On avait abordé un moment ce point-là. Et il me disait, ouais, mais moi, j'ai un collègue espagnol en spin. Donc, France et Espagne souvent sont mélangés. Qui est peut-être celui qui gagne le plus actuellement sur les deux pays confondus dans les high stakes en spin. Il commence son week-end de fête le jeudi et il le termine le lundi, par exemple. Et il me disait, il a vraiment une hygiène de vie qui est pas bonne. Et pourtant, actuellement, c'est le meilleur ou un des trois meilleurs. Et donc, ça interroge à se dire, OK, est-ce que c'est pas un petit peu un fantasme qu'on a tous de se dire, OK, maintenant, on est obligé d'être carré dans tous ces domaines pour revaloriser un petit peu notre industrie? Moi, j'ai l'impression que tout ce que tu as dit, c'est ultra important pour nous. C'est-à-dire que si on fait du sport, si on fait attention, si on a une hygiène de vie qui est correcte, on va être bien, on va mieux se sentir, on va avoir une meilleure estime de nous, on va être potentiellement moins impacté quand ça se passe mal aux tables, etc., parce qu'on va avoir tous les à côté. Mais en termes de performance pure, ben, je suis assez d'accord avec toi pour dire que le volume, le hors-table et tout, il n'y a rien qui va le remplacer. Et je trouve que c'est juste un... Peut-être pour les top, en fait, il y a tellement d'edge ailleurs pour l'instant, dans quasiment toutes les limites, que on parle peut-être du dernier étage où les mecs sont tellement au coude à coude que oui, effectivement, si tu commences à te coucher tard, à mal manger, etc., ouais, ça risque de mal se passer pour toi. Mais est-ce que nous, par exemple, dans les spins en middle stakes, est-ce qu'en cash game middle stakes, on a besoin de ça? Je pense pas. En tout cas, sur le court terme ou le moyen terme, je pense pas. Mais ouais. En fait, du coup, c'est un bon exemple qu'il a cité, Raph, c'est intéressant. Tu l'as bien dit, pour performer au plus haut niveau, et enfin, je veux dire, pour faire, si la métrique, c'est faire le plus d'argent possible, alors j'ai même envie de dire, il faut jouer le soir, il faut jouer tard la nuit, il faut envoyer un maximum d'heures, donc tu as un sommeil de mauvaise qualité, donc de toute manière, c'est pas forcément l'optimisation de ta santé qui va te permettre de faire le plus d'argent possible. Maintenant, moi, j'ai une mission auprès de mes joueurs et la mission, c'est pas forcément de leur faire gagner le plus d'argent possible. Je dis toujours, mon but, c'est de croiser, donc bien entendu, cet objectif de profit qui est important en tant que société et aussi pour nos joueurs, c'est de le croiser avec l'objectif de les rendre épanouis dans leur carrière, tout simplement. Et donc, c'est pour ça qu'on essaye de les accompagner sur plein de points, que ce soit du sport, du mental, mettre en place des bonnes bases pour structurer leur carrière, où est-ce qu'ils veulent vivre, comment ils structurent également leur fiscalité, comment ils structurent leur investissement, tout pour vraiment qu'ils soient épanouis. Et donc, du coup, ça fait beaucoup de sens chez nous, chez RTS. On met en avant le sport, on met en avant le fait d'avoir des bonnes hygiènes de vie. Et finalement, on a cet ADN qui est quand même d'être une équipe qui prône des valeurs saines. Et du coup, sans le forcer, on voit très souvent nos joueurs qui se lancent des défis, 1, 2, 3 mois sans alcool, qui se lancent des défis d'arrêter de fumer, qui se lancent des défis de faire plus de sport, des transformations physiques. Et ça, c'est pas vraiment des choses qu'on force. J'ai l'impression que c'est ce qu'on arrive à véhiculer à nos joueurs et j'en suis très fier. Et d'ailleurs, c'est grâce aux piliers de l'équipe qui sont aujourd'hui je peux nommer par exemple AD, Enzo, qui sont aujourd'hui peut-être les premiers joueurs qui m'ont rejoint et qui maintenant
sont tout aussi artisans que moi avec qui on partage ces valeurs. Et voilà, donc je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément les valeurs les plus importantes pour gagner le plus d'argent. Par contre, pour être le plus heureux dans la vie, le plus stable, je pense que c'est ultra important. Et finalement, j'ai un peu appris dans ma carrière à avoir comme métrique, OK, comment je peux être le plus épanoui dans mon année Ouais. et pas forcément comment je peux faire le plus de bif dans mon année. Et je pense que finalement, je souhaite à tout le monde de plutôt avoir cette métrique-là parce que c'est aussi là qu'on va prendre du plaisir à jouer au poker. C'est aussi là qu'on va être fier d'avoir tapé des milestones différentes, peut-être que juste des milestones monétaires. Et c'est d'ailleurs aussi là que j'avais introduit cette idée de je veux que mes joueurs soient épanouis dans leur carrière. C'est que aujourd'hui, quand je vais faire 2, 3 mois difficiles, je vais downswing, je suis assez fier de pouvoir dire que finalement, je suis tout aussi épanoui et heureux dans ma vie. Et c'est ce que je cherche à ce que mes joueurs atteignent. Et on travaille sur ça parce que finalement, le poker, c'est que des mois où on gagne plus que ce qu'on devrait gagner et on perd plus que ce qu'on devrait perdre ou gagner ou quoi que ce soit. Et je Ouais, c'est pense que, décuplé. Ouais. voilà, un gros défaut de beaucoup de joueurs de poker, c'est qu'ils vont vivre leur swing. Ils vont, sur une année, pour d'autres formats, c'est encore pire. Nous, en cash, on a peu de variance. Mais finalement, en cash, je pense que dans l'année, il y a à peu près 3 mois, alors pas qui se suivent, mais on a 3 mois où on va faire des très beaux mois. 3 mois, on va faire des mois vraiment pas beaux. Et on imagine, ça fait donc la moitié de l'année, on devrait être trop content, et la moitié de l'année, enfin, pas la moitié, mais un quart de l'année, on serait trop content pour des raisons artificielles, le run, et moins content avec le moral un peu bas pour des raisons artificielles, le bad run. Bah, ça, c'est quelque chose qui doit être adressé, un problème qui doit être adressé. J'ai particulièrement à Ouais, cœur d'adresser ce problème. on n'est pas nos résultats. Enfin, ouais, on n'est pas nos résultats. On n'est pas censé dépendre de nos résultats. Et il y en a quand ils ont juste des mauvais résultats, ils sont pas bien dans leur vie, ils se sentent pas bien parce qu'il n'y a pas suffisamment de choses autour. Et il y a un point qui a été intéressant aussi, que tu as souligné, c'est j'ai envie d'être bien et j'ai pas envie de gagner le maximum possible. Surtout si tu as envie de durer, en fait. Peut-être que sur une année, tu vas pouvoir faire 300K en te tuant, etc. Ben, peut-être fais 180 et essaie de le faire plusieurs années, évoluer progressivement, plutôt que de te fracasser la santé aussi sur une année ou deux. Donc, ouais, je te rejoins 100% sur ce point. Et le côté sport, etc. aussi, c'est quelque chose qu'on essaye nous, de développer essayer aussi au maximum. Bah, c'est aussi pour ça que j'ai fait un petit coucou, que je me retrouve à faire un marathon avec Raph dans quelques mois. Mais ouais, Ah, clairement, merci. je pense que c'est des points qui sont importants. Ouais. Écoute, je pense qu'on a été assez complet sur ce point. Et peut-être sur la dernière question, est-ce qu'on peut réussir solo sur l'année 2026 à venir et les années à venir? Je pense que oui, on peut réussir, mais ça reste quand même un plus. C'est comme tu dis, un booster, un gain de temps et un accélérateur de réussite. J'imagine que tu es d'accord Ouais, avec ça. Ouais. carrément. Des fiches, enfin des joueurs récréatifs, pardon, j'aime pas dire fiches en plus. Moi Des non plus, joueurs, j'aime pas. Je déteste. Moi, j'étais tout le temps des récréatif VIP, aussi. des joueurs amateurs, il y en aura tout le temps aux tables, je pense. En tout cas, il y en a de plus en plus. Moi, je le vois clairement. L'action en cash, je pense qu'elle a jamais été aussi belle qu'aujourd'hui. Donc, il y a la place. Il faut juste travailler. Il faut juste envoyer des heures, que ce soit des heures sur la table de poker et des heures dans le lab. Mais ouais, on peut carrément réussir solo, c'est sûr. Allez, petit déménagement. Du coup, on va partir sur cette partie numéro 2. Sujet un peu plus touchy, on va voir un petit peu nos accords, nos désaccords là-dessus, sur l'importance du développement des réseaux sociaux chez un joueur de poker. Beaucoup de bénéfices, potentiellement quelques risques. J'ai hâte un peu d'avoir ton avis là-dessus, même si, bon, j'imagine que tout le côté bénéfice va être assez important pour toi. Déjà, est-ce que tu as vite compris que pour toi, c'était indispensable de développer tes réseaux, ou est-ce que ça s'est fait progressivement ou même dernièrement? Alors, déjà, je pourrais répondre à est-ce que c'est indispensable de développer ces réseaux? Et je dirais que pas forcément, ça dépend des objectifs qu'on veut avoir. Je dirais que pour moi, ça l'est, pour ce que je veux accomplir dans la vie et parce que je me rends compte que c'est juste un outil qui est incroyable mis à notre disposition de nos jours. Je trouve que ça permet une infinité de choses. Ça permet tout simplement de pouvoir relayer notre message dans le monde entier. Ça permet de pouvoir rencontrer des personnes dans le monde entier également. Ça permet, on a discuté un peu, de pouvoir rencontrer des mentors. Ça permet de pouvoir rencontrer des futurs élèves. Ça permet de rencontrer des potentiels associés sur le développement de projets. Ça permet de pouvoir peut-être, pour nous, joueurs de cash game, pouvoir s'ouvrir les portes de parties en cash game simplement. Je pense pas que ce soit indispensable. Tout dépend des objectifs Ok. qu'un joueur voudrait avoir. De la même manière je sais pas, si on fait un parallèle, un agriculteur pourrait juste produire pour lui et son village et être très content de vivre dans son petit village et de s'auto-nourrir. Et ça, ce serait peut-être plus un joueur de poker qui aime bien grind un peu dans son coin
prendre à peu près son EV et être dans sa petite bulle et ne pas trop s'exposer médiatiquement et ne pas tout simplement ne pas avoir envie que toute sa vie soit sa carrière ou quoi que ce soit d'un agriculteur qui peut-être voudrait au début faire grossir son activité d'agriculture et peut-être arriver à vendre ses patates à l'autre bout du monde ou je sais pas quoi. De la même manière, un joueur qui utiliserait les réseaux sociaux, enfin c'est quand même la porte ouverte aussi, par exemple pour ceux qui sont très dans la performance, d'être un jour peut-être sponsorisé, peut-être d'être un jour amené à préparer l'après-poker. Donc aussi, ça dépend les aspirations d'un joueur. Il y a des joueurs qui veulent, grosso modo, monter une tonne, puis être à la retraite, j'ai l'impression, ou être investisseur, etc. Et après, il y a des joueurs qui ont envie d'être faire des réorientations après le poker. Finalement, peut-être que je joue plein de portes, mais c'est aussi une manière de préparer les réorientations dans le futur, de développer ces réseaux, à mon sens. Ouais, ça ouvre des portes aussi, comme tu disais. Et ça dépend aussi des objectifs de chacun. Et j'ai l'impression quand même que pour quelqu'un qui va être sponsorisé, c'est des plus. J'ai pas énormément de. Si, peut-être les Réards, Anselme, etc., qui sont pas trop aux réseaux sociaux et qui ont quand même réussi à être sponsorisés. Bon, pareil pour ceux qui veulent, par exemple, coacher, que ce soit en cash, en spin. Peut-être un peu de bouche à oreille, mais j'ai l'impression que ça ouvre quand même pas mal de portes pour tout ce qui est. Quelqu'un, par exemple, qui stream, en tout cas en spin. Peu importe le niveau, j'imagine qu'il va avoir quand même pas mal de sollicitations, etc. J'imagine que potentiellement, peut-être il y a moins de personnes en cash qui stream. Je suis pas énormément le stream en cash game, mais j'imagine que ça ouvre aussi énormément de portes en termes de coaching. Donc, c'est juste plus facile. Ouais, alors pour les streams, on cache très peu. Okay, ouais. Il y a Julien Rouquet qui stream tous les dimanches, je crois, en cash et qui est un ami. J'ai toujours pris du plaisir à regarder ses Je vois que ça streams. chambre de temps en temps. Je suis un petit peu ça. Ouais. Voilà, et surtout parce que je le regardais quand j'étais en 50 et puis après quelques années plus tard j'étais sur les tables à le jouer et voilà. Mais bon, le stream au poker finalement le souci c'est juste le delay quoi. Du coup il y a aucune, c'est pas qu'il y a aucune, mais bon c'est difficile d'avoir des interactions. Je pense que c'est pas forcément la plateforme. En tout cas moi c'est une plateforme que j'utilise pas et que je développe pas et à mon sens qui est pas stratégique pour moi. Je pense que comme tu as dit, en fait c'est pas forcément obligatoire pour être sponsorisé pour la simple et bonne raison que si un joueur est très fort de toute manière il ira vers la sponsor, il ira vers les high-stakes, il n'a pas besoin des réseaux. Moi, je pense que c'est, encore une fois, de la même manière qu'un CFP, ça peut être un accélérateur, ça peut permettre de monter plus vite, ça peut permettre de faire des choses, mais c'est pas forcément un outil qu'il faut prendre à tout prix. Et ça peut aider quand même. Ouais. Tu vois, je prends l'exemple à MTT, des mecs ultra forts, genre les Arthur Conan, etc., qui sont pas trop médiatisés, je pense quand même qu'ils sont très forts. On les voit pas en fait pour l'instant. Alors peut-être c'est leur souhait à eux, mais il n'y a pas de sponsor, etc. Et tu as des mecs moins forts qui sont sponsorisés. Hein, donc, je pense que c'est probablement leur souhait de vouloir être un peu, comme je l'ai dit, voilà, monter une tonne dans leur coin et être reconnu dans le milieu par ça aussi, c'est respectable. Okay. J'ai une question qui est peut-être un petit peu difficile pour répondre là-dessus. Tu penses que le fait d'être visible, voire même très visible, est-ce que ça vaut plus, ça prédomine plus que des résultats ou des bons résultats à long terme? J'ai un exemple qui me vient en tête, j'imagine que tu connais, c'est Mathieu Chaffardé en MTT, qui s'est beaucoup exposé, etc. au début sans forcément avoir de gros résultats et qui a réussi à démarcher des rooms pour avoir des sponsors, etc. Et qui au fur et à mesure justement a trouvé des bons coachs, des bons mentors, etc. par cette exposition et qui après a step up en termes de niveau, mais il a commencé plutôt bas. Est-ce que tu penses que ça, maintenant, de nos jours, avec, comme tu dis, l'émergence des réseaux, etc., c'est encore plus important que les résultats long terme? Est-ce que tu as un avis un petit peu là-dessus ou selon toi, c'est pas la priorité? Je pense qu'il y a plusieurs routes to the top, entre guillemets. Je sais pas s'il y en a une meilleure que l'autre. Le plan de développer les réseaux, démarcher des rooms, c'est une vision très entrepreneuriale du poker. Ça me parle énormément et je trouve ça hyper stylé en fait. Et la vision de juste prendre un format et devenir le meilleur dans ce format, c'est une vision beaucoup, peut-être moins entrepreneuriale, mais plus performeur. Donc ça peut être intéressant pour peut-être, si on veut donner de la valeur à un joueur qui se pose la question, quelle route je choisirais, qui définisse un petit peu comment il s'estime. Est-ce qu'il s'estime plutôt être un performeur qui va pouvoir aller au plus haut niveau d'une discipline? Donc, est-ce qu'il aime envoyer plus d'heures que les autres? Est-ce qu'il aime être ultra rigoureux, ultra précis? Ou est-ce que est-ce qu'il se considère un peu plus comme un renard qui va sauter sur les opportunités, trouver un raccourci, arriver à négocier et peut-être avoir assez de skills sociaux pour se frayer des passages là où d'autres n'y arrivent pas. Et de toute manière, les deux routes mènent vers
peut-être pas vers le même endroit, mais mènent vers leur forme de succès, donc tout dépend aussi de nos objectifs. Et j'ajouterais que de toute manière, le point commun entre ces deux options, c'est que ces deux joueurs sont dans l'action et c'est tout ce qu'il faut faire à mon sens. Il faut juste Plus important, ouais. chaque matin se réveiller et mettre des choses en place, abattre des heures de travail pour aller vers quelque chose qui nous paraît bien. Et derrière, peu importe les moyens, je suis sûr que voilà, chaque joueur peut réussir. Et tout dépend aussi de la vision de la réussite. Ouais, Après, clairement. peut-être si on peut la tourner très poker, bien entendu, si in fine le goal c'est d'être le meilleur joueur de poker, alors la route de devenir le meilleur du format sera toujours la Grinding, meilleure c'est quoi. route. Enfin, à mon sens, bien Ouais, entendu. clairement. Est-ce que tu as vu des erreurs d'ailleurs chez des personnes qui se lancent sur les réseaux, de développer un peu plus ça, etc. Tu vois des erreurs qui apparaissent par rapport à d'autres qui réussissent beaucoup plus? Ouais, carrément. Je vois beaucoup d'erreurs clairement sur les réseaux. À mon sens, des choses qui sont des erreurs. En fait, il y a quelque chose, un concept qui est assez intéressant dans l'image qu'on renvoie, c'est que très souvent, les personnes se rappellent plus de ce qui peut être négatif plutôt que de tout ce qui a pu être positif. Et donc, très rapidement, je pense qu'on peut vite se créer une mauvaise image en justement partageant peut-être des opinions, des manières de parler, des manières de parler des autres, des manières de être négatif dans la démarche de un peu démonter des individus, des personnes, des joueurs, des projets. Je pense que ça De peut taper sur permettre. les gens, tu veux dire? Le fait Ouais, de taper un peu sur les gens, ouais. oui. Alors, il y a taper sur les gens et taper sur les gens. Par exemple, il y a taper sur les gens si on estime que quelque chose est vraiment pas bien fait et que c'est véridique. Mais après, il peut y avoir, je pense, des manières de le faire, du vocabulaire employé. Enfin, sur les réseaux, finalement, on est notre. Ouais. Je pense il faut être un peu consciencieux de l'image qu'on renvoie. Et je pense que ça prend du temps de bâtir une image professionnelle, correcte. Et ça peut être assez rapide de la briser et la ruiner, à mon sens. Je sais que derrière, ça peut fermer des portes et ça peut être finalement un peu plus contre-productif, quoi. Mais la barrière, elle peut être fine. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Yo Viral qui était beaucoup poker au début et qui, à un moment, a pris un virage un peu plus gonzesse, voyage, etc., montrer beaucoup plus de choses. Bon, toi, j'imagine que tu restes quand même. Enfin, ça t'arrive de poster des beaux endroits ou une voiture de luxe qui passe dans la rue, etc. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu maintenant le quotidien quand même de tout le monde. Et la barrière, elle peut être fine entre qu'est-ce que je peux montrer, qu'est-ce que je ne peux pas montrer, quelle image j'ai envie de véhiculer. Moi, j'ai l'impression que ça peut être fin. Dans tous les cas, il y aura toujours des critiques, mais j'ai l'impression que la barrière est fine, moi. Je pense que, bon, déjà, je pense que Viral, c'est un peu, si on parle de l'axe développer ses réseaux pour arriver quelque part, c'est juste le boss Ouais, du clairement. game, tout simplement. Donc, je pense qu'en fait, sur les réseaux, faut juste, à mon sens, être soi-même le plus possible et mettre un peu de peut-être mesure sur tout ce qui est pas vraiment utile d'être, Luxe, quoi. En gros, de non, pas non, pas luxe. vanner, quoi. Non, bon, je pense que je pense que il y a aucun problème à ça, à mon sens. Pour le coup, Ok. je suis un gros adepte de photographie et de vidéo ou quoi que ce soit. Et je pense que des belles choses façonnées par l'homme, que ce soit des beaux endroits, des beaux restaurants, des belles voitures ou quoi que ce soit, pourquoi pas les partager? Bon, bien sûr, après, Ouais. chacun envoie l'image qu'il veut et a le message derrière qu'il veut. Mais en fait, moi, c'est plus, j'allais dire, chez un joueur de poker, prendre l'habitude de construire son message autour de soi-même. Je pense que c'est un peu là où je voulais en venir, hein. C'est essayer de partager sa valeur, qu'est-ce qui est bien à propos de ses propres projets, qu'est-ce que le joueur met en place pour aller atteindre ses objectifs et passer très peu de temps sur commenter ce que font les autres. C'est là vraiment que je voulais en venir. Après, si le lifestyle du joueur finalement lui permet d'aller dans les beaux endroits, d'avoir n'importe quelle vie, alors là, moi je pense que chacun poste ce qu'il veut. Et de toute manière, il y a quelque chose qui de toute manière sera toujours vrai, c'est que au pire, si les gens ils aiment pas, ils se désabonnent et puis Non, voilà. ou Enfin, alors. le but c'est surtout d'être content, je pense, de ce qu'on partage sur les réseaux. Je suis assez d'accord avec toi. Je réfléchissais un petit peu au côté risque, entre guillemets. Je dis risque, c'est mesuré, bien évidemment, mais déjà, j'ai l'impression que c'est pas fait pour tout le monde et qu'il faut tempérer un petit peu. Tu vois, par exemple, il y a des personnes qui vont mal gérer un petit peu l'exposition. On parle d'exposition, c'est pas non plus des footballeurs, hein, mais l'exposition, le fait de gérer les critiques, ça peut être des gens qui streament, par exemple, sur des plays. Ça peut être juste sur le physique, tu vois, quelque chose de tout con, mais sur le physique, ça peut être sur le langage, ça peut être sur le fait que on montre certaines choses. Et il y a des personnes qui vont être beaucoup plus à risque, ou en tout cas, ça peut être contre-productif, ou ça peut freiner la personne au lieu d'avoir justement l'effet inverse. C'est quelque chose, je pense, qui est déjà arrivé à pas mal de monde. Et comment toi, tu vois ça? Est-ce que, par exemple, même personnellement, est-ce que c'est quelque chose qui peut t'atteindre? Est-ce que tu es vachement attentif à tout ça, aux critiques,
ou est-ce que ça coule sur toi et globalement en avant, quoi? Moi, je suis concentré sur produire, agir, créer des choses, avancer. Je cherche à créer du contenu plus qu'en consommer. Ah, il y a des types de contenus que j'adore consommer et je les choisis. J'essaye d'être consciencieux sur ce que je consomme et de pas tomber dans le piège des réseaux, de me faire un peu aspirer par les réseaux. Après, écoute, les commentaires, les retours, les critiques, je pense qu'il y a deux types de critiques. Il y a celles qui sont constructives et vont juste nous permettre d'être meilleurs et d'avancer et de améliorer notre jeu des réseaux. Typiquement, c'est pas une fin en soi de peut-être avoir pris une position ou avoir mal parlé de quelque chose de Ouais. quelqu'un. Un exemple que je parlais qui, selon moi, juste sert à rien et peut être une erreur. Et si quelqu'un nous critique sur ça, bah, on peut comprendre, ah, c'est vrai, tiens, bah, là, ça servait un peu à rien, peut-être de démonter ce projet ou quoi que ce soit. Et après, des critiques de, je sais pas, des haters ou des choses comme ça, Il il y y en en aura toujours. aura toujours et c'est juste la marque je pense que c'est une marque de succès. C'est une marque qui montre que quand même, bah, Ouais, les gens montrent de l'intérêt, ils sont là, quoi. Ils c'est sont là un ça. petit peu. Il y a rien, enfin, je sais plus exactement quelle est la phrase, mais il y a un truc genre, il y a rien de pire que l'ignorance ou Ouais. l'inverse de l'amour, c'est pas la haine, c'est d'être ignoré. Ben, tout simplement, je pense que ça montre qu'il y a juste un intérêt pour ce qu'on poste et ce qu'on partage. Plus on dit des choses clivantes, plus il faut être OK à ce que les personnes ne soient pas d'accord. Et honnêtement, enfin, la vie est si courte que pour se prendre la tête avec des choses comme ça qui ne servent à rien, je pense qu'il faut pas avoir peur que quelqu'un dise quoi que ce soit. Ou c'est comme au poker, genre, je vais décider de prendre un jam et j'ai pas peur que ce jam se tapis sur une erreur et que les mecs à la table se disent, oh là là, Alex, là, t'as bu, c'est nul, je m'en fous. Genre, je vais tester, je vais agir, je vais voir où est-ce que ça me mène. Et j'aime bien, en tout cas, personnellement, faire dicter ma vie comme ça. Et bien entendu, s'il y a des personnes qui sont pas confortables avec l'idée de partager sur les réseaux, notamment pour ces raisons, moi je respecte totalement. Mais même avec notre expérience, je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais j'ai l'impression que ce soit au tableau poker ou que ce soit sur les réseaux, etc. Maintenant, on est apte au fur et à mesure des années à vite faire le tri entre un commentaire qui va être pertinent et on va se dire, putain, mais ouais, finalement, il a peut-être pas tort ce gars, et un commentaire qui va être juste inutile. Et au table, ça va être pareil. S'il y a un commentaire, je pense qu'on va être vite capable de savoir si en gros juste c'est un débile qui a envie de dire n'importe quoi ou si au contraire ce commentaire il fait sens et il peut nous apporter juste de la plus-value pour nous, quoi. Donc Ouais, je suis d'accord avec toi et on retombe sur nos pattes sur le fait d'avoir, si on a une vie qui est bien structurée, bien balancée et que on est bien dans notre peau, bon, ça nous atteint même pas. Et finalement, ouais. bah, Ouais, clairement, je suis d'accord. Je suis d'accord. Il y a un autre sujet que je voulais aborder avec toi qui, là, pour le coup, moi, j'allais dire m'impacte, qui est un peu plus nouveau pour moi, c'est le fait de passer un peu plus de temps. Moi, grosso modo, j'ai mené ma carrière un peu de mon côté, et là, il y a plus de coaching, plus de vidéos YouTube, plus d'exposition. Ben, je regarde un petit peu les vidéos, le nombre de vues, les commentaires, etc. Je réponds un petit peu aux sollicitations en privé, etc. Il y a de la perte de temps, c'est évident par rapport à avant. Il y a plus de sollicitations et même voir de temps en temps un peu une perte d'intérêt pour le grind quand il y a eu 4 heures de coaching plus une vidéo. Ouais, forcément, des fois j'ai moins envie d'aller grind que s'il y avait que ça à côté. Comment tu gères un petit peu tout ce côté? Est-ce que déjà tu le ressens comme moi ou est-ce qu'au fil des années tu le ressens pas? Peut-être que je l'ai jamais ressenti. Tout ce qui est perte de temps, etc., organisation. Ou est-ce que pour toi c'est pas du tout un frein? Pour moi, ça en est un. J'essaie de le gérer progressivement. Est-ce que pour toi, ça en a été un ou pas du tout? forcément, je dirais, je pense qu'on a tous 24 heures dans notre journée, pas une heure de plus. On effectue une profession qui est indépendante et qui est très proche d'une profession d'entrepreneur, qu'on soit juste joueur de poker ou qu'on soit joueur de poker et coach, joueur de poker et élève et coach et peut-être podcasteur et X et Y ou dirigeant d'une stable etc. Donc finalement, très vite, on a plus d'une activité dans notre emploi du temps, même quand on est joueur de poker grind, mais qu'on doit aussi review les spots et qu'on doit aussi passer du temps à regarder peut-être des nouvelles vidéos pour avoir des nouvelles idées. Enfin voilà, on se rend compte que la vie de joueur de poker est composée de différentes tâches. Et moi, personnellement, j'ai eu un énorme déclic en vérité. Je pense que c'était il y a 2 ans à peu près, où j'ai choisi le poker parce que je voulais être libre et je voulais absolument que personne me dise quoi faire de ma semaine et faire ce que je veux quand je veux. Très bien, une fois que j'ai gagné cette indépendance, et je pense que c'est ce que beaucoup de joueurs de poker veulent, mais j'ai un petit peu expérimenté cette vie de bon, je me réveille, grind, où je travaille mon jeu et c'est un petit peu déconstruit et je fais un peu bon, ah là je reçois un message, il faut que je réponde à cette personne et tout. Et très vite, je me suis rendu compte que, enfin très vite d'ailleurs, je ne sais pas si c'était très vite, hein, mais ça m'a mis un peu de temps à m'en rendre compte. En tout cas, j'ai décidé, d'ailleurs je travaillais à l'époque avec, c'était pas vraiment un coach mental poker, c'était un coach d'entrepreneur.
J'ai décidé que tous les lundis matin, j'allais faire le planning de ma semaine, tout simplement. Ok, C'est quelque chose, intéressant. je suis pas forcément, je déteste, j'aime pas marcher sur des plannings en mode, bon, là, il est 8 heures, de 8 heures à 6 heures, 8 heures à 10 heures, je dois faire 6, ensuite j'arrête, ensuite je fais ça, etc. Mais le but, c'était que tous les lundis matins, j'organise ma semaine avec tout ce que je veux faire et que je mette des slots, par exemple de grind, là, par exemple, ce jeudi, on a cette interview, je vais avoir un coaching à ce moment-là, là, je vais avoir du temps pour travailler sur ce sujet-là. Je planifie mes séances de sport dans la semaine. Ça me permet de book mes cours de sport. Ça me permet de voir, ah tiens, peut-être que sur cette partie de la semaine, je vais avoir un moment un peu plus off. Ce moment off, ça me permet le lundi d'envoyer un message à mes amis, de me dire, ah, bah tiens, ça te dirait qu'ici, on aille boire un café, on aille faire X ou Y. Et finalement, en organisant ma semaine de cette manière, j'ai complètement enlevé ce feeling de, oh, j'ai plein de choses à faire et je sais pas exactement, ça m'a immédiatement Enlever ça. mis une zénitude un petit peu, alors enfin, je sais pas, c'est une plénitude quoi, de savoir que ok, je vais faire tout ça dans la semaine et typiquement ça marche très bien si on se met des objectifs, je pense par exemple en spin, nombre de games qu'on veut jouer, nombre d'heures qu'on veut jouer, etc. Ben, on essaie de calculer combien d'heures il faut, je les place un peu toutes et à l'époque mon coach m'avait dit quelque chose qui m'avait énormément, enfin qui m'avait fait le déclic. Moi je lui ai expliqué qu'en gros je détestais les emplois du temps, vraiment c'est pas pour moi et je pense que beaucoup de joueurs se reconnaîtront. Il m'a Un dit, peu la charge mentale de se dire, OK, on a ça, ça, ça et ça à c'est faire. ça. Bon, t'es devant une montagne, tu vois. Et il m'a dit, mais en fait, Alex, pourquoi tu détestes les emplois du temps? C'est parce que jusqu'ici, les emplois du temps étaient maître de ton temps ou maître de toi-même. Et ce qu'il faut, c'est juste que tu sois maître de ton emploi du temps. Et donc, j'ai un peu cogité sur ça. Et typiquement, le travail, c'était juste d'arriver à faire une ébauche, en fait, de ma semaine où je vais même pas forcément le remplir à fond. C'est pas une semaine toute remplie. J'ai des gros blocs de travail et je peux décider de les échanger. Je peux décider que OK. pour X ou Y raison, j'ai encore la flexibilité. Donc là, j'avais prévu de grind. Mais par exemple, les tables n'ont pas l'air très belles. Eh ben tiens, j'ai un bloc de travail de 2 heures d'autres choses, je les échange. Ou là, je décide bon de faire sauter ce bloc. Je fais ce que je veux de ma semaine. Donc si aujourd'hui, là, j'ai envie d'aller me balader au parc à Londres et aller à un musée ou je sais pas, je le fais. Et je pense que ouais, moi, ça a été l'énorme déclic parce que finalement, du coup, j'ai une bien meilleure utilisation de mon temps. Et après, je pense qu'il faut aussi, bon, là c'est plus le côté entrepreneur peut-être auquel je suis un peu confronté, mais il faut arriver à comprendre comment notre temps est bien investi. Et si je me retrouve à faire une tâche où j'estime que mon temps n'est pas bien investi, à savoir bah, quelqu'un d'autre peut le faire et moi je peux faire quelque chose qui a une plus haute valeur pour le développement de ma société ou pour mes projets, bah, je vais juste le déléguer à une autre personne. Et donc, ça va passer par recruter une personne pour faire X ou Y tâches. Et peut-être même parfois aussi me rendre compte que, tiens, ça, moi, ça allait me prendre 1 heure. Une personne plus compétente, ça va lui prendre 15 minutes. Donc, je vais pas le faire, c'est tout. Par exemple, au début, nous, on fait des réels, des analyses de main sur Instagram. Et au début, je faisais moi-même mes montages de mes analyses de main. Et enfin, j'essayais. Bien sûr, je pense qu'avant de déléguer, il faut toujours essayer pour comprendre un petit peu les tenants et aboutissants de la tâche. Et très rapidement, ben, on a recruté un monteur qui s'en occupe. Et pour plein de parties aujourd'hui de RTS, j'essaye de déléguer tout ce qui n'est pas un bon investissement de mon temps. Donc j'ai un peu voilà, ces deux axes de réponse. Ouais, du coup, tu perds juste moins de temps à regarder un peu toutes les choses qui pourraient être inutiles et juste ça. Ouais, Ouais, ça et fait tilt. aussi d'ailleurs, c'est quelque chose que j'aimerais ajouter. Finalement, ça te permet aussi de, si tu le souhaites, mettre dans ton emploi du temps des moments où tu vas décider que c'est un moment à toi pour faire une activité, tu vois, et moins être. Parce que tu imagines que si tu rentres dans ta semaine et que tu dois jouer au poker, faire tes coachings, faire tes ci et là, mais tu sais pas exactement quand est-ce que tu vas faire quoi, très souvent, tu vas te retrouver à rien faire. Et le pire, c'est que quand tu vas rien faire, tu vas pas forcément ressentir que tu mérites de rien faire et que tu te ressources. Parce qu'il faut des moments où tu te ressources dans ta semaine. Mais Ouais. si c'est un peu tout brouillon, bah, tu te retrouves à te dire, bon, allez, là, il va falloir que j'aille grind, mais allez, je m'envoie encore 20 minutes de je sais pas quoi. Ouais, d'Insta ou de trucs comme ça. Et souvent, si par exemple tu dois grind aux alentours de 10 heures mais que t'es pas précis, tu te retrouves à faire 30 minutes d'Insta ou de TikTok ou des trucs comme ça, tu les Ouais, vois même pas passer, c'est contre-productif. Là où je trouve que c'est ultra important ce que tu as dit quand tu m'as parlé de planning, etc. et tout, c'est vrai que moi j'ai du mal, j'essaie d'organiser les trucs importants, les dates, etc. Mais dans ma tête, c'est pour ça que j'allais te demander, mais tu as déjà répondu si tu étais flexible sur ça. C'est, tu sais, on a toujours l'image des influenceurs, 8 heures douche froide, 8h15 méditation, 8h30 début du travail, 9h10. Et moi, ça, je me dis, ouais, ça, j'ai envie de canner quand je vois ça. Tu vois, je me dis, c'est trop, c'est tout. Et donc, d'essayer de trouver pour une personne un peu le bon équilibre entre ne pas trop procrastiner parce qu'on a des plages horaires de 6 heures avec rien à faire et ne pas non plus rentrer dans un truc maniaque
tous les quarts d'heure, il faut avoir ça, ça, ça et ça. Donc, juste essayer de trouver un juste milieu pour perdre le moins de temps possible et être productif. De toute façon, comme tu l'as dit, quand tu passes 40 minutes à rien foutre alors que c'est pas prévu ou parce que juste t'as rien, en tout cas, c'est mon cas, je pense que c'est le cas de beaucoup de monde, tu te sens pas forcément très bien. Tu as l'impression un peu d'avoir, comme on dit, d'avoir le cul terreux et de te dire, voilà, j'ai perdu 40 minutes, tu vois. Donc, je pense que de toute façon, si on est vraiment honnête avec nous, on le ressent, ça. Ouais, et alors qu'il faut des moments où tu te ressources, Ouais. et c'est ça le pire, c'est que finalement, s'ils sont un peu prévus dans ton emploi du temps, tu sais que tu as un peu des plages. Moi, je sais que le moment où je me ressource, bon, c'est beaucoup plus facile à tenir cette routine quand je suis à Londres, parce que bon, je voyage pas mal quand même, mais quand je suis à Londres, après chaque midi, je lis pendant 30 minutes. Et juste, c'est un moment qui me permet de recharger, tout autant que si je faisais rien, mais en fait, je fais pas rien parce que j'apprends énormément en lisant. D'ailleurs, je trouve que c'est top pour le poker. La lecture, je vous conseille Ouais. vraiment parce que ça vous permet un petit peu de avoir une partie de vos journées où vous êtes constamment en train d'apprendre et en train d'avancer, que ce soit bon, le sport, c'est la même chose, mais le fait de lire, chaque fois que vous lisez 30 minutes, vous apprenez des choses. Alors que parfois dans le poker, bah, quand on se mange 2, 3 mois de downswing, on a vraiment l'impression d'avoir des heures et de reculer. Ouais. Et c'est cool d'avoir des petites choses dans notre emploi du temps qui nous permettent d'avancer. Donc ouais, j'essaie de sélectionner ces moments-là comme toi, ce qui ne veut pas dire que j'ai pas des moments où le temps est perdu, bien entendu, mais de la même manière, tu vois, c'est ces moments où peut-être tu aurais 30 minutes que finalement, tu maîtrises pas ton emploi du temps. En fait, quand tu n'organises pas ta journée, finalement, tu n'es pas libre. Tu l'as C'est subi un peu, vraiment ouais. la notion de liberté parce que ton temps, c'est peut-être tes pulsions qui vont l'utiliser, mais c'est pas vraiment toi. Et peut-être que si tu avais mis cette plage horaire, tu aurais pu te dire, ah bah tiens, je vais prendre du temps pour appeler mon frère, pour appeler un ami. Ça fait longtemps que j'ai pas appelé à ce moment-là. Et tu sors d'un appel de 20 ou 30 minutes avec un proche, surtout si tu es expatrié. Il n'y a rien de mieux, encore une fois, pour être Ouais. productif et pour mieux organiser ta journée. Ouais, clairement, clairement, c'est intéressant. Je pense on a été assez complet sur tout ce qui est réseaux sociaux. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, mais Non, j'imagine qu'on est assez complet. bah, suivez-moi sur les réseaux. Écoute, on mettra de toute façon Ouais. tous tes réseaux sociaux en dessous. Écoute, on peut passer sur cette dernière partie un petit peu qui est le côté, justement, ça fait un point intéressant entre poker et entrepreneuriat, donc qui te concerne encore plus directement. Moi, j'avais une première question par rapport à ça. Est-ce que tu te souviens quel a été un peu le moment pour toi où tu as pris une décision ultra importante dans ce sens-là, donc potentiellement la création de l'RTS? On pourrait se dire, tu vois, que tu peux vivre tranquillement du poker. Tu joues à des stakes qui sont très hautes, confortables, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre alors que tu pouvais juste vivre du poker tranquillement? C'est une bonne question. Alors, en démarrant RTS, je pensais pas forcément que ça allait jusqu'à Ok. là où on en est aujourd'hui. Et ça, c'est très commun, je pense, à beaucoup de projets entrepreneuriaux, surtout les transitions, les premiers projets entrepreneuriaux. On tombe un peu dedans par hasard parce qu'on est passionné de quelque chose et qu'on essaye de faire une activité ou quoi que ce soit. Et moi, personnellement, l'idée, c'est parti du postulat de, OK, je suis libre, je gagne bien ma vie, je suis indépendant, mais je me sens seul dans mon activité. Je me sens pas seul socialement. J'ai des amis, j'ai ma famille. J'ai jamais eu trop de problèmes sur ce point-là. Mais par contre, bah, la semaine, mes amis et ma famille, ils travaillent et ils sont en société. Et moi, je suis seul en train de jouer au poker. Et ça, je me suis dit, ce qui me paraissait hyper cool quand Au j'étais à la début. fac et que bon, je préférais quand même un peu le poker, même si j'ai beaucoup aimé mes études. Je me suis quand même je veux dire, on en rêve un petit peu, mais finalement, quand vient le moment où peut-être même on s'expatrie et qu'on est tout seul et qu'on se retrouve quand même le mardi, random mardi d'avril, de mai, de novembre ou quoi que ce soit à jouer au poker et que bon, chaque semaine, c'est juste du grind, 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 je dis bon, il me faut quelque chose, il me faut plus de relations sociales dans le poker, enfin, en tout cas dans mon activité. Et donc, je me suis dit, bah, très simple, je vais prendre des joueurs sous mon aile, je vais leur donner tout ce que je sais et je vais coacher, hein, tout simplement. Et finalement, de fil en aiguille, en est à découler une magnifique aventure entrepreneuriale. Mais ouais, Ouais, mais ça pourrait être, tu vois, ouais, pardon, ça pourrait être un peu contradictoire avec le sentiment de liberté dont tu parlais précédemment. C'est se dire, OK, je joue au poker, j'adore être libre, etc. Mine de rien, même si c'est un kiff, etc., tu te rajoutes des charges de travail, tu te rajoutes des préoccupations quand même. je pense que quand on aime ce qu'on fait, c'est pas vraiment du travail. Enfin, je trouve que finalement, in fine, qu'est-ce que je faisais? C'était discuter de stratégie poker avec des joueurs moins bons que moi que je coach et préparer des contrats et réfléchir à comment je pouvais donc monétiser ce savoir et donc ajouter une source de revenus quand même à mon activité et donc me permettre d'être plus serein et de mieux performer aux tables.
Et finalement, au début, c'était pas du tout quelque chose d'aussi grave que ça, d'aussi compliqué. L'entrepreneuriat, c'est très proche du poker, hein. C'est des problèmes qu'il faut résoudre, essayer de trouver la meilleure manière. Quel est le bon sizing? Quels sont les moves que je peux tenter? Quels sont les spews que je peux faire en entrepreneuriat, les grosses erreurs? Et après, moi, personnellement, je suis juste tombé amoureux du jeu de l'entrepreneuriat tout autant que le Ok. poker et même encore plus, je pense. Donc, je le vois vraiment comme un jeu. Et du coup, c'est un jeu où je pourrais passer des heures à jouer dedans. Et je pense que finalement, bon, quand même, dans l'entrepreneuriat, encore une fois, quand tu développes un projet, tu es quand même libre de faire tout ce que tu veux. C'est aussi ce qui rend l'entrepreneuriat dur, c'est que tu peux vraiment foncer dans un mur et ton projet, il peut juste ne jamais s'envoler. Mais en aucun cas, j'ai ressenti un manque de liberté grâce à l'entrepreneuriat, bien l'inverse. Ok. Est-ce que justement par rapport à ça, est-ce que tu penses que le poker et le grind, tu sais, on a souvent tendance à dire que le poker, c'est un peu une école de la vie par rapport à tout ce qu'on affronte, les injustices, la gestion de bankroll, etc., etc. Enfin, tout un tas de choses un peu complexes que potentiellement peu de personnes vivent. Est-ce que tu penses que ça t'a aidé? Et est-ce que tu penses que ça peut aider aussi des personnes qui vont entreprendre, même pas forcément dans le poker, hein, mais bon, toi c'est dans le poker, mais est-ce que tu penses que ça peut être un avantage pour ces personnes-là? Est-ce que toi ça a été un avantage ou globalement non? Ouais, carrément, sur tellement de points. Ok, D'ailleurs, c'est un intéressant. sujet qui me tient énormément à cœur. Pour la petite histoire, il y a à peu près 3 mois, j'ai fait une masterclass sur la prise de décision en tant que joueur de poker dans un business club à Nice. Et Ok. pour être aujourd'hui au contact de beaucoup d'entrepreneurs, c'est des sujets que j'évoque souvent et que j'apporte un peu mon expertise en tant que joueur de poker parce qu'ils aiment bien aussi avoir la vision d'un joueur de poker. Donc, je pense que carrément, d'ailleurs, il y a des livres aussi hein, qui traitent de ce sujet. Il y a un livre qui s'appelle Thinking in Bet, qui est écrit par une ancienne joueuse de poker professionnelle et pareil, destinée au monde du business. En anglais? Ouais, alors il doit y Ok. avoir la traduction en français, je pense, hein. Ok. Si tu veux, sur plein de points, déjà le fait de réfléchir en EV et de décider, d'envisager les différents choix qu'on a devant nous, enfin d'estimer leur EV, déjà ça Ok. c'est quelque chose qui est ultra intéressant parce que souvent dans le business, en fait, les entrepreneurs sont ultra résultat oriented. On connaît la définition de résultat oriented. Nous, on sait que le poker, c'est mauvais parce qu'on est exposé à une énorme variance. Mais c'est très dur pour les individus qui sont pas dans le poker de comprendre que dans la vie et dans le business, il y a énormément de variance. Donc, développer un peu cette idée de calculer en EV et de comprendre que peut-être une décision qui s'est avérée avoir un très bon outcome était une mauvaise décision. D'arriver à montrer que, par exemple, quand on formule une offre, si on vend une offre 10 fois plus chère, si on arrive à la vendre je sais pas, 8 fois plus souvent que celle qu'on a, enfin pas 8 fois plus souvent, mais t'as capté quoi. Par rapport à une offre 10 fois Ouais, la moins chère, une différence, ouais. offre à 100 euros ou une offre à 1000 euros, bah, si on vend 8 fois l'offre à 100 euros et une seule fois l'offre à 1000 euros, bah, c'est beaucoup plus intéressant de choisir cette offre-là. Donc, et calculer un petit peu les risques reward, c'est des sujets qui sont ultra utiles à l'entrepreneur. Il y a aussi toutes ces idées, finalement, au poker, on apprend et c'est ce qui fait, à mon sens, un très bon joueur de poker, à uniquement se concentrer sur ce qu'il peut contrôler et donc à savoir prendre des décisions malgré s'être pris juste avant une injustice ou avoir subi une injustice sur une longue période. D'ailleurs, la plupart des joueurs de poker ont du mal avec ça et ils perdent beaucoup plus que ce qu'ils sont censés perdre dans des downswings. Et finalement, dans l'entrepreneuriat, c'est un petit peu la même chose. Il faut toujours se concentrer sur ce qu'on contrôle. On va souvent avoir des crises qui sont externes, qu'on maîtrise pas. Et ce qui fait un très bon entrepreneur d'un autre entrepreneur, c'est qu'il va transformer ces crises en opportunités. Donc, par exemple, je sais pas, on prend la crise Covid. Il faut réagir très vite, il faut fermer des bureaux, il faut limoger peut-être des employés, il faut sauter sur des opportunités, il faut s'axer sur si on a une boutique, il faut s'axer sur le online parce que tout le monde va shop online. Enfin, il y a plein de choses qu'il faut faire, il faut réfléchir. Et c'est un petit peu la même chose finalement dans le poker, quand on est en downswing, eh bien, si moi je joue tout aussi bien et je me laisse pas impacter, je mets une énorme vitesse au joueur qui lui se laisse impacter. Ouais, clairement. Donc ouais, il y a énormément de parallèles qui sont intéressants. Est-ce que le joueur de poker fait un bon entrepreneur? Je pense que quand le joueur de poker démarre l'entrepreneuriat, il démarre juste au niveau zéro comme tout le monde. Il a un package de skills du monde du poker qui va lui être Ouais. énormément utile, qui va pouvoir lui permettre de faire face à certaines décisions. Par contre, il y a un désavantage, je trouve, du joueur de poker dans l'entrepreneuriat qui est réel. On est habitué à gagner quand même beaucoup d'argent sans trop galérer au poker. Ouais. Et quand on retourne dans tout ce qui est un peu plus entrepreneuriat, et je dirais que l'entrepreneuriat, ça peut permettre, c'est beaucoup plus exponentiel, donc ça peut permettre de faire beaucoup plus d'argent que le poker, parce que finalement, c'est assez capé le poker. C'est très bien pour gagner entre
enfin, pour arriver à monter 2 millions, voilà, mais au-delà de ça, ça va être très compliqué, alors que l'entrepreneuriat, ça peut littéralement être Ouais, exploser, ouais. beaucoup plus, beaucoup plus. Par contre, c'est sûr qu'on a ce confort de pouvoir juste prendre son ordinateur, jouer au poker et gagner très bien notre vie. Et donc, c'est pas évident, je trouve, la transition Pour les poker-entrepreneuriat. premiers mois ou les premières années où ça va pas forcément gagner une tonne, quoi. C'est ça. Et moi, pour avoir, au-delà de RTS, testé pas mal de projets, et le conseil que je peux donner et la conclusion à laquelle j'en suis arrivé, c'est que j'arrivais à envoyer des heures dans mes projets entrepreneuriaux que quand j'étais vraiment passionné par le projet dans lequel je me lançais. Donc, par exemple, j'ai essayé de lancer une agence IA pour des cabinets d'avocats à Londres pour les aider à transitionner à utiliser l'intelligence artificielle. Mais en fait, j'utilise l'IA tous les jours pour moi, pour ma vie, pour mon business, etc. Mais je suis pas spécialement passionné par, pas assez par comment ça marche, l'IA ou quoi que ce soit. Et je suis pas assez passionné par le droit. Et donc, honnêtement, quand tu te réveilles le matin et que tu vas parler à des avocats alors que tu pourrais juste aller jouer de la 5-10 online et très bien gagner ta vie, bah c'est dur. Donc, je Faire le pense que, métier, ouais. par contre, voilà, si on est passionné par quelque chose, un sport, une activité, si on est passionné par euh, créer des vidéos, enfin, c'est beaucoup plus facile d'envoyer des heures dedans. Donc voilà, c'est peut-être le retour que je ferai sur le sujet. Ok, ouais, c'est vrai que le fait d'être. D'ailleurs, j'avais deux mini-questions qui sont complètement hors sujet, mais qui me sont venues pendant que. Déjà, tu as dit, ouais, on est un peu biaisé au niveau du poker, à gagner beaucoup d'argent plutôt facilement, etc. Ça, c'est une question que de temps en temps, je me pose si tout s'arrête, etc. Tu te verrais, pour X raisons, tout s'arrête, repartir sur une vie lambda de, je te dis une connerie, infirmier, machin, enfin, une vie normale, tu t'y verrais ou ce serait impossible selon toi? Alors moi, enfin, là aujourd'hui, si même le poker s'arrête, je serais juste entrepreneur. Genre, Ok. je pense avoir développé, avoir envoyé beaucoup d'heures en fait dans l'entrepreneuriat. J'ai développé un bon réseau dans l'entrepreneuriat aussi. Donc déjà, je sais que je pourrais soit avoir des opportunités, soit je pense que juste je démarrerais d'autres projets. J'aurais jamais. Ok. Enfin, ce qui me fait vibrer, moi, c'est d'être libre et de contrôler les projets dans lesquels je travaille. Donc, je pense que alors, on verra, hein, mais je ne serai jamais vraiment salarié ou quoi que ce soit. Après, Si tu étais obligé, par exemple, on te dit, ok, enfin, tu, tu, tu serais malheureux, tu crois? Ou je vois t'arriverais pas en à fait comment ce serait possible. le Mais scénario enfin, je pourrais pas aujourd'hui. Justement, j'ai bâti ma vie pour que ça pour n'arrive éviter ça? pas. J'ai structuré mes arrières, on va dire. Après, si je suis. En fait, moi, j'ai toujours dit, je me verrais être salarié et travailler peut-être pour quelqu'un si j'ai l'impression que j'apprends énormément de cette position et que ça me nourrit, peut-être parce que Et je suis ça peut t'aider pour inspiré la suite par aussi. l'entrepreneur qu'il y a derrière ou par, voilà, je suis Ok. passionné par le sujet. Après, non, aujourd'hui, je pense pas. Après, on ne sait pas que de quoi Ouais. est fait demain, hein. Ok. Est-ce que quand même tu différencierais un pur entrepreneur, par exemple, on peut prendre ton cas au niveau de l'entrepreneuriat, et un grinder qui devrait mener un peu sa vie comme un entrepreneur, on pourrait un peu comparer ça à une carrière de sportif de haut niveau avec une carrière un peu courte. Est-ce que selon toi maintenant un grinder, même s'il ouvre pas de boîte, etc., il doit être un entrepreneur dans tout ce qu'il fait, etc., ou est-ce que globalement c'est un peu surcoté comme on dit? C'est quoi un petit peu ton point de vue là-dessus? Je pense que c'est une question pas évidente. Je dirais que Ouais. déjà, selon le type de poker, je pense que le cash game, c'est le poker le plus entrepreneurial qui soit. Parce que, comme Pourquoi? je dis, faut sélectionner ses games, Ok. faut sélectionner les adversaires contre lesquels on joue, faut toujours choisir ta position, faut prendre ce genre de décision. Même quand tu vas jouer des parties, il faut se vendre, faut avoir, pour discuter pas mal avec aussi, pour être ami avec des joueurs qui jouent en cash live et même en cash semi-privé, privé. Il faut avoir un espèce de budget marketing. Il faut montrer que tu es un mec qu'on a envie d'inviter dans les parties. Et tu peux pas juste te pointer et, comme en tournoi, jouer le tournoi. Là où, par contre, bon, les Tritons Invitational, peut-être il y a un peu plus de ça. Mais en tournoi, bon, je vais aller jouer un main EPT, j'y vais, il n'y a pas de problème. Par contre, je vais aller jouer une belle 25-50 à Londres. Il va falloir, si c'est une partie privée, il va falloir être assez cool et avoir cette capacité à ne pas juste venir mettre ses écouteurs et jouer le jeu le plus Ah, mais sérieux et le plus difficile, tu j'ai vois. l'impression que tu l'as un peu ou tu l'as pas. Tu vois, ce côté avenant avec les gens et tout. Les personnes qui sont ultra timides, ok, elles vont faire des efforts et tout. J'ai l'impression que c'est dur à développer, non? Je pense que, ouais, clairement, je suis assez d'accord avec ça. Après, bon, encore une fois, je pense que même une personne qui est timide, elle prendrait même pas plaisir à le faire, ça ferait pas de sens pour Ouais. sa carrière. Et d'ailleurs, peut-être qu'elle va plus s'orienter vers d'autres formats où elle va juste se concentrer pour être
parce qu'il y a plusieurs routes, encore une fois, dans le cash game, hein. Quel est le meilleur joueur de cash game? Est-ce que c'est celui qui joue le plus cher sur GG Poker contre les meilleurs ou sur Coin Poker ou etc. Ou est-ce que c'est celui qui fait le plus à l'année dans les parties privées à LA ou je ne sais où? Ou est-ce que c'est celui qui est le plus heureux? Enfin, il y a tellement de prismes. Ouais. Donc, en tout cas, je pense que, bon, pour revenir un peu à ta question sur l'entrepreneuriat, ce que j'appellerais finalement, je dirais qu'un joueur de poker, c'est plus un indépendant, un freelance, entre guillemets, qui gère grosso modo son activité, pas forcément un entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, ça va plus être une personne qui va fédérer des personnes autour de lui dans un but commun et arriver à les faire travailler et in fine arriver à de cette intelligence collective et de ce travail collectif créer un projet, amener un projet, le faire grossir et leverage un petit peu le travail et le temps des intervenants dans le projet. Là où finalement le joueur de poker, bon, grosso modo, il se gère lui-même. Donc, Ouais. un joueur de poker est, je pense, plus un performeur. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à mon avis, il doit être entouré parce que sa création de valeur, c'est son cerveau et ses mains, entre guillemets. Enfin, c'est plus il va pouvoir performer au niveau, plus son activité va être grosse. Donc, c'est pour ça que, enfin, nous, en tout cas, c'est les questions qu'on se pose pour les entourer. Et voilà, on les considère plus comme des performeurs. Maintenant, est-ce qu'un joueur de poker doit être entrepreneur? Je pense que il faut se poser la même question que moi. Et je pense qu'il faut vraiment se la poser d'ailleurs. Est-ce que vous, en tant que joueur de poker, vous êtes heureux à ne faire que du poker et donc être un performeur full-time? C'est totalement fine. Ou est-ce que vous seriez plus heureux à avoir un équilibre et quelque chose à côté? Et d'ailleurs, je connais des joueurs de poker qui ont un travail à côté. Des amis qui sont avocats et joueurs de poker sur le côté, et ils sont bons parce qu'ils ont envoyé des heures. Et juste cet équilibre, c'est ce qui les épanouit. Et voilà, encore une fois, je pense qu'il y a plein de manières de gérer sa carrière. Ouais. Et ce qui est magnifique avec le poker, en fait, c'est que, étant donné qu'il y a des joueurs amateurs à tous les niveaux, ce ne sera jamais comme les échecs où il y a que des mecs qui sont full-time qui peuvent en vivre. Et donc, du coup, il y a la place pour des semi-professionnels, entre guillemets, totalement possible. Par contre, c'est sûr que en ultra high stakes, si on veut vraiment être un performant, je sais pas, sur des tritons ou des choses comme ça, il faut, grosso modo, décider d'être full-time. Maintenant, bon, il y a aussi des joueurs qui sont semi-pro sur ces tournois et qui Ouais. font du plaisir et qui sont pas ceux qui gagnent le plus dans le tournoi, mais bon, qui gagnent à côté dans d'autres activités, quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Même chez Spinelli, on a pas mal d'élèves qui taffent à côté, ou parce qu'ils gagnent pas assez, ou parce qu'ils ont envie de conserver leur taf et de trouver un équilibre et ils performent là-dedans. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Il y a pas de vérité. J'avais une petite dernière question, un peu hors sujet par rapport à ça, mais qui m'intéresse. Si tu devais retenir une erreur fréquente chez les joueurs, ça peut être des joueurs RTS, ça peut être des joueurs qui sont passés avant chez toi. Moi, je pense que par exemple, par rapport à l'expérience que j'ai chez Spinelli, c'est tout ce qui va être middle stakes ou début des middle stakes. Bon, nous, ça va être les spin 10, 20. Il y a une erreur qui revient énormément. On parlait tout à l'heure un petit peu de gestion d'emploi du temps, etc. À l'intérieur du grind pur, ça va être de passer trop de temps sur un spot, par exemple, 7 heures sur un spot qui n'arrivera quasiment jamais ou qui va arriver très rarement, et de pas aller à l'essentiel et de pas structurer son hors table. C'est quelque chose qui revient énormément. Des fois, par exemple, j'ai un élève qui me parle d'un spot, il le connaît mieux que moi, et on regarde derrière, par exemple, un gameplay où ça va pas du tout. Pourtant, dans ce spot-là, il a taffé la chose. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Est-ce que toi, si tu avais une erreur à retenir, est-ce que tu aurais quelque chose qui revient systématiquement, ou c'est difficile pour toi de développer ce point-là? Déjà, ce que tu as dit, et je suis totalement en phase avec toi. La typologie qu'on a, entre guillemets, nous, chez RTS, c'est de définir si un spot est scalable ou non, ou plutôt Ok. un apprentissage escalable. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire, si je travaille ce spot, est-ce que je peux le décliner dans plein d'autres spots? Et donc, est-ce que je vais souvent le voir dans ma session? Est-ce que ça fait du sens pour que je investisse du temps et que je travaille vraiment? Et si c'est un spot qui arrive rarement, bah non, je vais vraiment pas passer de temps sur ce spot. Donc, déjà, je suis assez en phase avec toi. Et finalement, c'est aussi une erreur que je vois chez mes joueurs, c'est de passer trop de temps sur des situations, comme tu dis, qui servent Ok. peut-être à rien. Et sinon, plus particulièrement, nous, chez nos joueurs, Ça peut même être hors table. Tu sais, on parlait un petit peu de l'entrepreneuriat, etc. Ça peut même être une erreur d'une personne dans le poker ou dans l'entrepreneuriat. Ouais, ça peut être un point. j'essaye d'en trouver un bien qui fait du sens et qui pourra aider les personnes qui nous regardent. Chez RTS, on travaille qu'avec des joueurs qui sont pros ou c'est leur année pour passer pro. Donc, je ne vais pas pouvoir, par exemple, donner des conseils. Je n'ai pas vraiment d'expérience sur des joueurs qui sont encore un petit peu pas débutants ou Ok. semi ou quoi que ce soit. Et du coup, c'est une erreur que je pense qui va être intéressante peut-être pour les joueurs les plus expérimentés qui peuvent peut-être regarder ce podcast. Ça va être peut-être d'être un peu trop extrémiste parfois Ok. dans leur approche du jeu. Qu'est-ce que j'entends par là? En tout cas, c'est un trait que j'ai remarqué chez les très grands et qui, je remarque, freine certains joueurs. Et d'ailleurs, ce qui est hyper intéressant, c'est que c'est quelque chose que je partage à mes joueurs et je vois
les déclics quand il passe un peu cette étape d'être trop extrémiste à être beaucoup plus mesuré. C'est cette idée de, par exemple, dire ah là, il a jamais ça, ou il a toujours ça, ou il jouerait jamais ça comme ça. Et du coup, ça peut Avoir être des certitudes. dans les assumptions, voilà, ça peut être dans les assumptions face aux adversaires, et du coup dans les réactions. Parce qu'il a jamais ça, alors je vais exploiter de manière extrême, je vais peut-être jouer, je vais être tout bluff ou tout fold ou etc. Et étant donné qu'on reste dans un jeu à information incomplète, on évolue dans l'incertain, on est obligé de pondérer nos assumptions afin de, on va dire, d'assumer le risque qu'on se trompe. Et je pense que c'est une des grosses différences entre les joueurs très compétents qu'on peut retrouver sur les too high stakes et les joueurs qui sont quand même pros, parce que c'est des détails un petit peu, mais qui sont ultra importants. C'est un peu ce qui fait la différence, je pense, entre un pro et un pro de haute limite. C'est que le pro de haute limite va prendre un peu plus de pincettes dans la manière dont il va bouger et se contre-adapter, et notamment, il va essayer voilà, de pondérer à quel point il est sûr de son assumption, à quel point elle est vraie, et donc, plus je suis sûr de mon assumption, plus je vais pouvoir vraiment beaucoup exploiter. Moi, je suis sûr, plus je prends des pincettes. Et donc voilà, peut-être finalement aussi cette attitude globale fait que quand on va échanger avec d'autres joueurs, quand on va chercher à apprendre, on va beaucoup moins être sur nos positions et on va beaucoup plus à chaque fois essayer de mettre du sens et de réviser ce qu'on pense savoir. Et donc peut-être démonter des croyances limitantes, peut-être aller entrer dans ce que j'appelle des zones, en anglais on dit unknown unknown, c'est genre des parties du jeu qu'on ne sait pas. Et ça, finalement, c'est un peu toute la quête d'un joueur de poker. C'est comme dans les jeux vidéo où on soulève les nuages sur les maps, bah, c'est un peu d'aller soulever ces parties du jeu où on ne savait pas qu'il fallait jouer comme ci, comme ça, etc. Et donc, je trouve que avoir une attitude, que ce soit sur les tables, que ce soit dans les assumptions, que ce soit dans le travail du jeu, peut-être parfois moins extrême et assez mesuré, c'est ce qui fait grosse différence, en tout cas chez nous, dans les joueurs de cash, pour le jeu post-flop surtout. Ok, ouais, un peu le fait d'enlever certaines certitudes, etc. dans le jeu, quoi. De manière Ouais, en générale. fait, certitude, par défaut, au poker, c'est pas possible d'avoir des certitudes. C'est pas bon, Finalement, ouais, je pense. clairement. Ok, bah écoute, merci beaucoup. Ce que je te propose, s'il te reste 2 minutes, c'est de terminer par un petit question-réponse que j'aime bien, qui est ultra rapide, où tu Ok. essayes de répondre le plus rapidement possible. Si tu veux développer un peu, tu développes. Si tu veux pas développer, tu peux répondre juste du tac au tac. C'est genre oui, non ou non, c'est. Il y a du oui/non et il y a Ok. du, par exemple, par exemple, je vais te poser la première question. Ton sportif préféré, tout sport confondu. Ça va être des questions un petit peu comme ça ou des questions. Il y aura pas de questions pièges. Ça va être des questions cool. Ok. Ok? Ouais, Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ok. 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 Film ou série du moment ou série préférée ou film préféré. Est-ce que tu as C'est très une film. Ça va être trop dur de te donner un film préféré. ou du Euh, moment, comme tu veux. En vrai, je pense que je vais dire Inglourious Basterds. J'adore Ok, ce film. Et sinon, ouais, je vais juste dire ça en fait. Inglourious ok, Basterds. ça va, c'est validé. Livre, on parlait tout à l'heure un petit peu le fait de lire, etc. Est-ce que tu as un livre préféré ou un livre du moment ou un livre qui t'a marqué éventuellement et qui a changé un petit peu ta façon de penser? Ouais, je vais donner mon livre de l'année que j'ai lu Ça va être en anglais. en février. Ouais, c'est Abel and Cain, l'histoire de deux hommes qui naissent avec des cartes totalement différentes, on peut le dire, finalement. Il y en a un qui naît avec Perdas et l'autre avec CT2. Tout simplement, il y en a un qui naît Ok. orphelin en Pologne et l'autre qui naît dans une famille richissime à New Oui. York durant la Seconde Guerre mondiale. Et chaque chapitre, on suit l'un des deux, ça alterne, et on les suit de leur naissance jusqu'à leur mort. In fine, ils vont se rencontrer à un moment donné dans l'histoire. Ça m'a énormément touché déjà, dans le sens où ça m'a rappelé à quel point la vie passait vite, parce que j'ai lu en peut-être une semaine et demie et je suis passé de leur naissance à leur mort aux deux. Ça m'a rappelé aussi que toutes les petites problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui, finalement, on sait très bien que dans 6 mois, c'est des problèmes qu'on n'aura même plus et la vie suit son cours. Et aussi, voilà, ça montre, enfin, c'est un livre qui donne envie de croire que tout est possible et que tu peux tout accomplir. Donc, ouais, moi, c'est vraiment, je pense, c'est mon livre de l'année et il est très haut classé dans les livres que j'ai lus. Je le conseille. Mais c'est pas une histoire vraie, hein. C'est une histoire romancée. C'est pas une histoire vraie, non, Ok. mais Mais incroyable. Ok. Et je pense que mini point, mais je pense que c'est important, tu vois, de lire ce genre de choses ou de temps en temps de relativiser sur des points. Je pense que quand on est grinder et que des fois on prend des trous énormes, tu vois, moi, la première fois où j'ai drop 15K dans une journée, j'avais l'impression que c'était la fin du monde et que tout allait s'arrêter. Des fois, tu te dis qu'il y a tellement plus important à côté et je trouve que ça aide tellement à relativiser sur ce qu'on fait, quoi, que c'est ouais, juste super important. tu sais ce qu'on dit, quand on est en bonne santé, on a 900 problèmes et quand on est malade, on en a qu'un. Et j'essaye Exactement. de garder un peu ce mantra tous les jours. Ouais, clairement, clairement, clairement. Ville préférée dans le monde? London, Londres. of course. Londres.
Ok. Aujourd'hui, on te dit, tu n'as plus qu'un plat jusqu'à la fin de ta vie à manger, un seul plat. Alors, Lequel j'ai tu la prends? réponse. J'ai la réponse. Sachant que si tu prends McDo, tu vas mourir rapidement. Donc, Ah, c'est un mix entre ce que t'aimes et quelque chose qui peut te faire durer dans le temps. bah, alors, ça tombe très bien. J'adore manger sain, donc c'est pas très compliqué pour moi. Et cette question, on me l'a déjà posée des milliers de fois. C'est les Brooklyn Greens à, à Malte, à mince, comment il s'appelle la chaîne à Malte? Ah, je l'ai plus. Pour ceux qui habitent à Malte, Genre moi. t'habites à Malte? Brooklyn. Bah, Ouais, mais je suis habitué. tu sais la chaîne un peu verte, un peu C'est Eat Well. Eat Well. Eat Well. Le Brooklyn Greens avec genre c'est des butternuts, de la feta, du chicken et de la c'est la kale, la salade un peu Ok. comme ça. Je peux manger ça tous les jours, il y a aucun problème. Ok. Ça existe. Ok. Moi, c'est le shirashi, tu sais, c'est un truc japonais où tu mets riz, saumon, avocat. C'est des trucs, ça marche aussi, tu vois. Parce que j'ai Ça, posé la question à Raph la semaine dernière, il me dit alors, poulet, je mets du riz, de la ratatouille. Je lui dis, ouais, mais ça n'existe pas. Il faut que ce soit un plat qui J'ai soit pas déjà demandé OK. d'ailleurs du coup toi pour ville, c'est quoi? Ville et movie et livre, je veux les entendre aussi. Ville, j'aime bien New York. Moi, je me verrais pas y vivre, mais j'adore New York. Film, j'ai pas vraiment de film en tête. Moi, je suis beaucoup film français, donc il faudrait que je réfléchisse à cette question. Mais Instant, ouais, le premier qui te vient en tête. je veux dire Mon Inconnu avec François Civil, c'est un film français que j'ai vu il y a pas longtemps que j'aimais bien. Et sinon, en livre, c'est le Soldat oublié sur la Seconde Guerre mondiale du point de vue allemand. Enfin, c'est un franco-allemand, mère allemande, père français, qui se retrouve engagé pour l'Allemagne à 16 ans et demi sans trop savoir pourquoi. Il se retrouve du coup du mauvais côté parce que l'Allemagne perd et parce que il est vu un peu ouais, comme un traître. Et le livre est juste ça dépasse l'entendement tellement c'est dur en termes de... Juste, tu te couches le soir chez toi, t'es ravi d'avoir un lit pour toi tellement il Ouais. raconte des choses. À la moitié du livre, il dit de toute façon, à partir de maintenant, ce que je vais raconter, les mots que je vais employer ne servent à rien tellement c'est impensable. Et même vous, vous aurez du mal à l'imaginer. Et il raconte des choses qui sont juste innommables. Et pour un grinder, j'ai l'impression que... Bon, c'est un pavé, hein, il fait 700 pages. Mais j'ai jamais été autant content en fin de journée, même en prenant des trous ou quoi, d'avoir un lit et tout. Donc, pareil, école de la vie incroyable. Et ça se lit bien. Oui. C'était pas fait pour être publié à la base. Donc, ouais, incroyable. Ok, intéressant. Tu sais Euh, que dans cette lignée de finalement comparer après les swings, nous on a quelque chose avec AD, donc, qui est un des coachs chez RTS, qui est un très bon pote maintenant. On aime bien comparer, c'est quand on fait des énormes séances de sport qui nous tuent vraiment, qui nous tuent. Après, on se dit, quand on sort des séances de sport, on se dit, mais franchement, mais à côté, si je perds 10 buy en 10 20, c'est rien. Genre, je m'en fous, je suis assis sur mon siège, ça me fait pas mal, quoi. ouais, Et ouais, c'est clair. De faut toute façon, bien comparer aussi. plus tu te tues, c'est clair que plus ça aide. Ouais. Est-ce que tu as encore des rêves dans le poker en tant que joueur ou non? Ouais, Ok. tu dois les nommer ou... Vas-y, si tu veux nous en citer un, pourquoi pas, ou deux plusieurs, vas-y. Euh, moi, je veux continuer dans le poker, d'aller jouer encore plus cher. En fait, ce qui est assez marrant, c'est que je jouerai au poker toute ma vie. Et j'ai eu un objectif assez tôt dans ma vie, c'est que je veux être capable de jouer les méga high stakes, non pas uniquement par mon niveau poker, mais par mes succès dans l'entrepreneuriat et être un petit peu fort de toute l'expérience que j'ai pu avoir, parce que j'ai quand même envoyé des dizaines de milliers d'heures, je pense, dans le poker. Ce serait marrant de le compter, mais j'ai beaucoup grind hein, quand même. Ok. Donc, j'aimerais bien aller, tu vois, être celui, je me rappelle à l'époque quand je regardais je sais pas, la 200-400 sur GG et que je voyais des mecs qui étaient clairement amateurs, mais qui tenaient un peu les cartes dire bon, s'il y a des petits cracks qui viennent jouer, venir jouer contre eux, être, tu vois, genre juste pouvoir quand même me débrouiller. Je sais pas, j'ai ça qui m'a toujours fait vibrer. Moi, la question suivante, c'était est-ce qu'un titre, sachant que tu joues pas MTT, est-ce qu'un titre PT ou un bracelet WSOP, c'est quelque chose qui peut te faire rêver ou c'est tellement tu joues pas assez de tournois, c'est quelque chose que tu peux pas visualiser ou juste t'en fous? On va dire c'est, je sais que derrière je peux le marketer de fou pour faire plein de choses Ok. dans la vie. Donc plus t'en Genre, servir pour ton business que pour toi, pour toi-même. ouais, et même pas que pour genre mon business actuel, mais bon, voilà, ça met un peu un petit patch pour tout le hors poker. C'est vrai que nous, dans le cash, bon, personne capte les sommes qu'on fait, personne capte les pots qu'on gagne, parce que c'est du cash game, c'est un peu underground. Donc, c'est sûr que quand tu vas gagner un EPT, moi d'ailleurs, les EPT, ça me fait beaucoup plus vibrer que les WSOP. Raph Euh, m'a dit pareil la semaine dernière. Il m'a dit 10 fois si j'ai le choix, je prends un EPT. Ouais, et bon, je prendrais même un triton hein, s'il faut, je préférerais, Ouais. mais bon, pourquoi pas? Après, j'ai d'autres objectifs dans la vie, en tout cas, j'ai conscience, et c'est choisir, c'est renoncer. Donc, moi, quand je choisis de passer une grosse partie de mon temps dans l'entrepreneuriat, c'est aussi parce que
je vais pas avoir peut-être ce genre de succès que des performeurs vont avoir et que j'espère peut-être des joueurs de chez RTS, des joueurs de cash game, ils vont se perdre de temps en temps sur des tournois et remporteront peut-être un pic ou quoi que ce soit. Mais ouais, c'est pas un objectif. Bien sûr, ça ferait plaisir. Ok. 5 petites dernières questions. Est-ce que tu as un regret dans le poker en tant que joueur? Un truc qui te vient en tête ou rien? Ouais, honnêtement, non. Ok, Honnêtement. parfait. Est-ce que tu as une chose que tu connais aujourd'hui dans le poker que tu Attends, aurais j'ai aimé un connaître? regret. Vas-y. J'ai un regret. Vas-y. J'ai joué, ça c'est, j'ai joué la Yovi Game il y a genre 3 ans. Et Ok. à l'époque, bon, c'était 50 cents et à l'époque c'était bon, c'est quand même un peu cher, hein, tu vois. J'avais genre 21 ou 22. Et j'avais, bon, ça faisait longtemps que je jouais la 10-20 quand même online, mais j'avais très peu joué live. Et je me rappelle d'une main où je 3 bet les 8, genre bouton contre hijack. Et en fait, en live, ça ne sert à rien. Genre, il faut absolument flat. Il n'y a pas forcément des joueurs, enfin, c'est des joueurs un peu peut-être weak dans les blindes. Enfin, ça sert à rien de 3 bet. Vraiment, c'est un peu, surtout nous à l'époque, en cash, on faisait beaucoup moins de flat. Même aujourd'hui, je ne 3 betterais pas online, probablement perdu 8, je collerais. Et bon, il s'avère qu'après, je 3 barrel all-in en bluff et je me fais payer, je me fais hero call. Mais juste, j'aurais dû call cette main pré-flop. Elle t'est Et restée en tête, quoi. elle m'est restée en tête, mais ça m'a pas, genre, je l'ai pas mal vécu ou quoi que ce soit. C'est juste aujourd'hui, bon, je sais que j'ai pas forcément, enfin, j'aimerais bien rejouer cette game aujourd'hui et avec tout savoir parce que pour le coup, j'ai un peu plus joué en live à long. Je dirais pas que j'ai envoyé énormément d'heures, mais j'ai quand même maintenant beaucoup plus d'aisance à la table et je connais un peu plus le live et je jouerais totalement différent. Bah, par exemple, cette UVRS game que la manière dont j'ai Ok. joué à l'époque. Mais bon, après, c'est pas un regret parce que c'est juste l'apprentissage. Mais C'est de bon, l'expérience, ouais. Ok. elle m'est revenue, donc il fallait que je la partage. Elle t'a traumatisé. Est-ce que tu as une, ouais, comme je te disais, est-ce que tu as une chose que tu sais aujourd'hui dans le poker que tu aurais aimé connaître à tes débuts où il n'y a rien qui te vient en tête? Tout est possible. Genre vraiment, les joueurs plus hauts, c'est la même chose. C'est des êtres humains et sont pas plus intelligents. Enfin, c'est juste, en fait, c'est surtout une question de, bon, il faut envoyer énormément d'heures et après, c'est une question d'argent, énormément pour jouer très cher, d'audace à aller jouer cher. Et il faut vraiment, 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 je pense, désacraliser toutes les limites. Je pense pas l'avoir forcément trop fait, mais en tout cas, je pense que ça peut freiner des joueurs. Il faut vraiment comprendre que si vous êtes, je vais parler en cash parce que je connais beaucoup moins, mais bon, on pourrait faire des parallèles en spin, mais Ouais, je pense. si vous êtes en L50, donc j'imagine en spin peut-être 10, vraiment le chemin jusqu'au spin, je sais pas, 200, n'est pas non plus si dur que ça. Il faut juste charbonner et il faut juste, voilà, avoir conscience. C'est pas parce qu'on double la limite que les joueurs sont 2 fois plus forts, loin de là. Donc, ouais, vraiment, tout est possible. Ouais, je suis assez d'accord. Ouais. Je me rappelle quand j'étais jeune, il y avait une phrase de Martini qui m'avait intrigué, où il répondait à une question, il disait le plus dur c'est de passer de 0 à 50K et après ça t'ouvre des portes, etc. Et je trouvais que ça faisait sens. Et le deuxième point par rapport au high stakes, justement, on en parlait avec Raph et on avait l'impression que c'était un peu un mythe. Déjà, ça arrangeait les mecs de high stakes que les mecs en dessous se disent que c'est impossible, parce que bon, en gros, ça les faisait pas bouger. Et aussi, peut-être que les mecs en dessous, ils avaient l'impression que c'était tellement inaccessible qu'ils n'allaient pas forcément faire les efforts pour y arriver et tout, et qu'au final, ça convenait à tout le monde. Donc, ouais, assez d'accord peut-être avec ce que tu as dit. Est-ce que le online sera toujours profitable dans 5 ans, selon toi? Ou est-ce que justement, il y a une petite transition vers le live qui s'impose? Ouais, moi, je pense. Perso, je pense. Enfin, faut juste se poser 2 secondes. C'est tellement confortable de jouer sur son ordinateur. Enfin, les récréatifs, surtout, peut-être pour les hautes limites, ils ont des belles maisons. Enfin, moi, je les imagine à chaque fois quand je joue les tables. Je sais qu'ils sont dans leur jacuzzi sur leur téléphone. Ils sont posés dans leur salon, ils regardent la télé, ils boivent un petit verre de rhum ou quoi que ce soit. Et ça, Ouais. ça va durer. Je suis désolé. Aller dans un casino, c'est une vraie démarche. Bien sûr que les casinos, ça va toujours continuer, mais il y aura des manières. Alors, le poker va évoluer. Peut-être qu'il sera plus immersif. Il faut toujours que les rooms monitorent la triche et tout ce qui pourrait faciliter le fait de tricher. Maintenant, je pense que de toute manière, un joueur de poker n'a aucune incentive à tricher parce qu'on gagne très bien notre vie et donc on aurait beaucoup trop à perdre. Et pour bien tricher, il faut énormément connaître le jeu parce que sinon on est très rapidement décelable, à mon sens. Donc j'ai toujours personnellement eu confiance sur le fait que la triche, ce sera jamais un si gros problème que ça. Maintenant, je suis peut-être naïf sur ce sujet. Je ne connais pas tous les tenants et aboutissants, tous les logiciels, etc. Donc on verra. Mais voilà, en tout cas, je sais que c'est agréable et parce que je kiffe jouer au poker chez moi, en fait. Et je Ouais, sais que c'est partagé par beaucoup de joueurs amateurs et c'est eux qui font tourner les games. Donc ouais, clairement d'accord avec toi aussi. Est-ce qu'une personne peut arriver seule en high stakes en 2025, début 2026? ouais, 100%. 100%. Je suis d'accord Ça aussi. va être plus dur que entouré, mais c'est 100% faisable.
Après, il va falloir charbonner, il faut envoyer des heures, hein, il faut être commit. Je pense que, pour le coup, comme je dis, avoir une balance et même être installé en Hashtags et faire autre chose à côté, c'est possible. Mais par contre, il faut bien comprendre que les premières années, il faut faire que ça. Hein. Personnellement, les Ouais. premières années, quand j'avais la chance que la fac, ça me prenait zéro temps. En plus, c'était pendant le Covid, mais même le week-end, je jouais au poker tous les week-ends. Je buvais pas pour être en état de, même si je sortais ou quoi que ce soit. J'ai très vite fait le choix de pas du tout consommer d'alcool pour c'était pas forcément juste une question d'hygiène de vie, c'est juste réalistiquement, quand tu bois de l'alcool le samedi soir, tu peux pas jouer le samedi soir, mais tu peux pas jouer le dimanche, tu peux pas jouer le Ouais. dimanche soir parce que tu en les bois, ou alors tu joues mais tu joues pas bien. Donc, par exemple, c'est des décisions que j'ai prises, donc faut être un peu commit sur ça. Tu peux y arriver et après, on peut faire un peu d'autres choses et stabiliser notre position en hashtags dès qu'on est installé. C'est possible. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il faut être un peu habité au début, au moins les premières années, et Ouais, faut être stabiliser. vraiment. Ouais, clairement, je suis d'accord avec toi. Deux dernières questions un peu plus personnelles. Ton meilleur souvenir avec RTS, si tu devais en garder un en tête, qui te vient? Je sais pas si c'est le meilleur parce que j'ai pas envie d'en fâcher certains si je les nomme pas, mais je pense que c'est le jour où j'ai annoncé à l'époque donc à AD Enzo que je voulais donc après une année chez RTS les recruter en tant que coach et répliquer ce que nous on avait fait mais qu'ils deviennent mentors et qu'ils coachent des élèves à leur tour. Ce jour-là que j'ai compris qu'en fait d'un groupe de mentorat ça devenait un business et que j'ai capté tout ce qui allait être possible d'être fait. Donc je pense que c'est un des plus beaux souvenirs. Et je vais juste en nommer un deuxième parce que Vas-y, allez. récemment, lors du séminaire avec... on fait des séminaires, on en fait 2 par an et on fait des séminaires avec tout le monde. On fait aussi les séminaires élites. C'est vrai qu'on a fait une partie avec tous mes joueurs de cash les plus motivés, enfin ceux qui jouent le plus cher. Et c'est vrai qu'on a fait une home game online sur les parties privées sur Winamax. On peut faire des tables en NL 200 ou 400, je sais plus. Et vraiment, on était 9 pros, mais on faisait 7-12 games, on faisait du NIMP, etc. Et c'était à mourir de rire. En plus, on échangeait entre nous et tout. Enfin, c'est hyper drôle, une partie privée comme ça. Je sais pas, j'ai adoré ce moment. C'était hors du temps et c'était. Ouais. De toute Surtout que façon, les toute l'année, on est séminaires, c'est. concentré à jouer le mieux possible. Là, on était tous des Ouais. dégènes, quoi. Ouais, et les séminaires, c'est toujours des bons moments. Nous, chez SE aussi, on essaye pendant les events live de. On a un onglet là-dessus pour essayer de se réunir, etc. Je trouve que c'est toujours des bons moments et ça permet aussi de couper et de changer du train-train du quotidien. Alex, merci infiniment pour ton temps. Merci pour tes échanges, pour tes conseils. On mettra tes informations pour te retrouver pour le cash game. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster, à liker la vidéo. Merci Alex encore une fois et peut-être à bientôt. Merci à tous et à très vite. Et merci pour l'invitation. Ciao. Ciao, ciao, à bientôt.